Yo 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 les potes, comment ça va? Comment ça va, Je ne Capet? t'entends pas. Ouais, ça va super. Ça va super. Comment ça va? Comment Et- ça va le chat? Yo à ceux qui arrivent, yo Rayman, Eldrick, Loïc, Bano, Kunzag, Alexis, Skill, Ouch 7412. Coucou tout le monde, du coup, content de vous voir. On va pouvoir parler du. Il se passe des choses, en vrai, il se passe des choses. C'est vrai que les prix sont pas très intéressants, mais on a du nouveau de Layer 0 qui a annoncé son Layer 0. Du coup, il porte enfin son nom correctement. Il y a AV aussi qui a fait une nouvelle proposition de gouvernance intéressante. Du côté du marché, bon, les prix ne bougent pas trop. Baisse de revenus drastique du côté des exchanges. On a Coinbase notamment qui est en perte de 667 millions, je crois. C'est le premier trimestre en perte après 8 trimestres d'affilée dans le bénéfice. Donc ça sème le doute un petit peu partout. En perte ou sous les attentes? Baisse, c'est du négatif de ce que j'ai compris. Hein. On est sur du négatif par rapport aux dépenses. Ce que je trouve assez dingue d'ailleurs, d'avoir autant de dépenses, mais on aura le temps d'en rediscuter. 667 millions de pertes. Net income loss 667, ouais. Donc déjà, je sais pas. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, ils ont des investissements et que comme les prix ont baissé, leurs investissements sont en perte. Ouais, moi j'avais pas trop touché aux actions crypto en TradFi, j'ai juste touché à MicroStrategy sur lequel j'ai perdu de l'argent pour l'instant, enfin je suis en perte latente. Ouais. On croise les doigts, c'est l'or, on connaît. Non, mais plus sérieusement, c'est ultra corrélé au prix du BTC et il achète comme un con, Ouais. donc c'est pas c'est pas évident. D'ailleurs, j'avais ajouté sur mon dashboard que je pourrais montrer un peu après la comparaison entre le prix de Bitcoin et le prix de l'action MicroStrategy et on voit que c'est assez proche, même si je pense que ce qui est beaucoup arrivé à MicroStrategy, c'est qu'ils avaient un premium par rapport à la MNAV, Ouais. etc., qui était assez élevé. Et en fait, ce premium a disparu. Donc en fait, t'es passé d'un stade où BTC était haut et le premium était haut à un stade où BTC a beaucoup corrigé et en plus de ça, le premium a disparu. Donc en fait, tu corriges encore plus vite, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Et Là, de toute façon, pour AV, c'est intéressant aussi. on va en parler, ouais, d'AV. D'ailleurs, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une ambiance de bear, quoi. Quand c'est bullish, on a tendance à tout survaloriser, puis quand c'est bear, on se reprend le retour de bâton aussitôt, et ça ouvre des opportunités. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on va voir toute cette année. Il y en a qui s'amusent à comparer les temps de bear entre les cycles, et soi-disant, la fin du bear serait pour octobre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette théorie? J'en pense que niveau timing, c'est toujours extrêmement difficile. C'est-à-dire que Bah pour oui. moi, à estimer entre guillemets des timings de marché à court terme, c'est faisable. Mais dès que tu es sur des horizons de temps qui sont plus longs, c'est très compliqué. Enfin, à court terme, tu peux avoir des sensations, tu peux avoir des forces relatives par rapport à d'autres marchés, tu peux même t'aider de l'analyse technique, etc. Moyen long terme, c'est plus difficile. Et je pense que ce qui est le plus effrayant en soi, quand on dézoome, c'est qu'on est passé d'une phase où on avait que des creux ascendants et des sommets de plus en plus hauts sur BTC à une phase où on a break le dernier creux ascendant et sur toutes les EMA, t'es baissier, quoi. Donc peu importe la time frame quasiment. Donc c'est pour ça que personnellement, je suis toujours majoritairement en stablecoin, mais j'essaye de me positionner doucement mais sûrement sur Hype et je fais farmer mes stablecoins parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Dans le sens où tu as quand même des moyens de sortir du 9, 10, 11, 12% sur du stable. J'allais te poser la question. Ouais, t'arrives quand même encore là tout de suite à faire Et... du Ah 9-10. oui, large, 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 Ouais. large. En fait, c'est toujours la même chose. En gros, tu as des vaults, tu as des produits qui sont des stratégies tokenisées et qui génèrent du rendement. Des fois, c'est du rendement sur du Hype, c'est du rendement sur du BTC, du rendement sur de l'Ether, mais il y a du rendement sur du stable aussi. Et le truc, c'est que certains de ces protocoles ont des systèmes de points, ou en tout cas, les gens anticipent le fait qu'ils aient des systèmes de points ou des choses comme ça. Du coup, quand tu vas sur Pendle, tu as l'option de sécuriser un guild fixe via les pity. Sauf que, en gros, vu que les gens estiment qu'il va y avoir des points et que lorsque tu as des pity, tu n'as pas de points, en fait, du coup, tu as un premium et du coup, en fait, si le vault il génère, je sais pas, 7% et que le protocole sous-jacent a des points qui sont assez valorisés, souvent tu termines à 10, 11, 12, 13% de yield que tu peux te sécuriser. Alors, tu n'as pas les points, mais toi, ça te permet d'avoir un rendement sur du cash qui est assez élevé. Et sur Pendle, il y a beaucoup de solutions dans ce sens-là. J'ai vu que sur Fluid aussi, il y avait pas mal de choses pour auto-boucler, etc. Ok. Mais c'est un peu plus... Enfin, il y a du risque partout, dans le sens où sur Pendle, quand tu as le pity d'un Vault qui est tokenisé,
faut que tu comprennes bien c'est quoi la stratégie du Vault, est-ce que tu peux retirer facilement, est-ce que tu es locké pendant longtemps, etc. Et de même sur Fluid, où tu peux auto-leverager. Donc, en gros, tu as un onglet qui s'appelle Multiply, où en fait, automatiquement, tu peux lend, borrow, genre plusieurs fois d'affilée, genre en un clic. En fait, encore une fois, tu as le risque que les taux changent et que ta boucle, aujourd'hui, à un instant T, est rentable, mais d'un coup, le marché monte, du coup, les taux d'emprunt augmentent, et du coup, toi, t'empruntais peut-être du stable à 3-4%, maintenant, peut-être t'en empruntes à 5-6-7% si le marché redevient extrêmement bullish, et du coup, tes boucles deviennent inefficientes, peu rentables, ou même en perte, et elles peuvent même t'amener à être liquidé si tu te leverages trop. Donc, faut un petit peu tout doser. Après, t'as des vols tokenisés où tu fais pas de leverage, et typiquement, sur du morpho, tu peux réussir à avoir du 5-6-7%, ce qui est un peu mieux qu'en soit AV directement. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus tu as un yield qui est élevé, plus mécaniquement, régulièrement, tu as un risque qui s'ajoute, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont totalement OK d'avoir du 4%, du 3-4, 4,5% sur du stable en ce moment, sur du AAV par exemple. Mais pour ceux qui veulent prendre plus de risques ou se baser sur ce qu'on appelle des curators, des allocators, donc des entités qui s'occupent d'allouer des fonds de manière dynamique dans plusieurs stratégies, voilà, tu peux obtenir des rendements supplémentaires, mais encore une fois, tu as un risque qui est un peu plus élevé. Donc, chacun trouve midi à sa porte, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Donc ça Chacun dépend regarde midi à sa porte, ouais. Et après, ça dépend aussi des assets sur lesquels vous voulez avoir des rendements. C'est-à-dire que il y en a qui veulent du rendement sur des stablecoins, mais tu as aussi du rendement sur du BTC, sur de l'Ether, sur du Solana. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de solutions pour avoir du rendement plus ou moins haut, peu importe le collatéral, que moi, typiquement, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un dashboard qui monitore tous les money markets, donc les AAV, les Morpho, etc. Hyper EVM, Ethereum, Arbitrum, tout ce que tu veux. Et en fait, automatiquement, je vois ce qui offre les meilleures opportunités. Alors, le plus gros deal ne veut pas dire forcément le truc le plus attrayant, parce que peut-être qu'il y a des conditions de locking, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est assez intéressant. Quelqu'un qui dit je suis pas mal sur Felix USDH entre 5 et 9% sans trop de risque et aucun lock. C'est ça, surtout que Felix, ils utilisent l'infrastructure de Morpho, et Hyperland, c'est un friendly fork de AAV. Et en fait, sur ces plateformes-là, vu que c'est une chaîne la HyperEVM, vu que c'est une chaîne qui est nouvelle et qu'il y a des conditions de liquidité qui sont différentes, ces money market-là, ils donnent plus de garanties. Donc, en gros, la conséquence de ça, c'est que ça coûte plus cher d'emprunter, mais ça rapporte aussi plus de supply par rapport à d'autres chains. Et donc, tu as des friendly forks qui te donnent du 5, 6, 7, 8% sur du stablecoin. Donc, c'est assez intéressant. Après, tu as d'autres solutions comme des vaults qui te permettent d'obtenir ça. Donc, il y avait pas mal tout ce qui était SUSD AI, enfin USDI, SUSD AI. Tu as eu USDE, SUSDE. Tu as NUSD avec le SNUSD. Tu as tout ce que fait aussi Liminal avec XBTC, XHype. T'as Hyperbit, t'en as plein. Puis sur Morpho, t'as Stakehouse, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait. Et vous avez des opportunités qui sont sympas si jamais vous avez du stable. Après, si vous avez des assets comme BTC, Ether et tout, vous avez quand même des moyens de sortir du 2, 3, 4% dessus sans prendre trop de risques. Au moins 1 ou 2%. Faut en avoir envie. Hein. Après, oui, il faut en avoir envie, évidemment. Après, moi, vu que je suis full stable majoritairement, quasiment, j'ai du drive quand même, mais voilà. Je regarde moins ça. Mais voilà. Après, chacun trouve des opportunités et les saisit ou non. Mais voilà, il y a toujours un risque, donc c'est à vous de l'estimer. Et le mieux pour ça, c'est juste de tester les produits avant de size dedans, quoi. Moi, j'ai une question, Léo, du coup, avant que tu répondes au chat. Tu aimerais voir quoi, là, pour avoir envie de prendre plus de risques sur le marché ? En fait... Crypto. Ouais, en fait, de toute façon, c'est simple. Tout ce qui est en dehors de BTC Hype, je m'en branle, en vrai. Je vais pas vous mentir, hein. En fait, c'est pas que... Enfin, je suis un peu vulgaire, hein, faut pas se mentir, je suis désolé pour ça. Mais factuellement, Ether, l'asset, pas le protocole, la blockchain, j'y crois pas. ETH, ouais. ETH, j'y crois pas. Solana, moi, je suis bearish dessus. D'un point de vue graphique, on sort de 1 an et demi ou 2 ans de range autour de 200-300 $ avec le président des États-Unis qui a fait son meme coin dessus. Je vois pas trop d'upside. Solana, encore une fois, c'est une bonne blockchain. C'est la même chose que Ethereum. C'est des bonnes blockchains. Je trash pas genre les blockchains ou les écosystèmes. Je trash le token. Donc moi, en tout cas, graphiquement et d'un point de vue vibe, narrative et tout, ça m'intéresse moins.
Et puis après, derrière, faut trouver des plays qui sont un peu plus exotiques, mais qui te donnent plus de garanties. Et en fait, tout ce qui n'a pas de revenus, ça m'intéresse pas quasiment, parce que c'est trop basé sur pas du Un vent, mais sentiment. Un c'est sentiment de plus court des terme, ouais. narratives, etc. Et ça me fait Mm. vraiment penser au cycle précédent. Et je me dis, bah en fait, pour que ces assets-là, ils performent sans revenus, bah en fait, faut que le marché il change en fait. Et je parie Mm. pas sur le fait que le marché change. Et ce Mm. qui te laisse avec quelques protocoles qui buy back, donc t'as Pump, t'as Hype, t'as Sky, t'as AAV. Mais encore une fois, genre même dans ceux qui font du buyback, bah il y en a qui sont survalorisés par rapport à leur buyback, ou il y en a qui buyback très peu. C'est le cas de AAV typiquement. Et je critique pas AAV, le protocole, etc. C'est juste que le token, je trouve que il buyback très peu. Et du coup, ça te donne un PE ratio, ou PS ratio à vous de voir, qui est genre super élevé et qui fait que bah, c'est compliqué, surtout qu'il y avait pas mal d'incertitudes autour de AAV, etc. Donc voilà. Et puis Morpho, je crois pas qu'il y a le fee switch. Ethena, il n'y a pas le fee switch encore. Donc en fait, il y a des bons protocoles aussi, mais qui ont juste pas le token qui suit. Et puis après, voilà, comme on en parlait, tout ce qui est sans revenu, etc. Enfin, ça se base tellement sur genre une hype, genre du mindshare et genre une narrative que bah je préfère arriver un peu plus tard que trop tôt parce que enfin les altcoins elles tendent vers zéro actuellement, donc c'est très compliqué quoi. Message chat, vous parlez jamais de BitTensor. Alors, c'est toi qui viens pas assez souvent parce qu'on en parle de BitTensor. Et parlant de BitTensor, bah, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on répète surtout, c'est que le protocole est très intéressant. Ce qu'ils ont apporté sur le narratif d'Epin, IA, c'est très intéressant. Maintenant, mais non, mais faut faire une analyse froide. C'est pourquoi faire. Non, mais en fait, faut faire une analyse froide. Faut faire une analyse froide. Aujourd'hui, l'IA, c'est en train de changer le monde. Ça existe depuis 2 ans et demi, 3 ans, BitTensor. Le token a performé une fois. Depuis, il est que en sous-performance du marché. C'est factuel. Genre, c'est même pas. Là, je parle pas de la tech ou quoi. Il y a pas de buyback. Les revenus, c'est boosté aux incentives. Depuis mars 2024, pour être précis. Il y a beaucoup d'inflation parce que c'est des tokenomics de Bitcoin quand Bitcoin était à ses débuts. Et l'IA, ça change le monde. Mais BitTensor ne change pas le monde actuellement. Enfin, en tout cas, on voit pas genre un impact qui est genre important. Alors que en soi, maintenant en crypto, des trucs par rapport à l'IA, il n'y en a pas non plus 10 000, tu vois. Et l'IA a prouvé qu'elle était en train de changer le monde, que bah, en fait, il y a plein de sociétés en bourse qui sont énormément appréciées. Et malgré toute cette narrative, malgré tout ce qu'il y a autour de l'IA, bah, en crypto, ça marche pas en fait. Donc, pour moi, actuellement, parier sur des tokens IA, c'est parier. Enfin, c'est prendre pas mal de risques. Enfin, pour moi, c'est prendre de grands risques de sous-performer le marché. Et après, si ça change, tant mieux. Et peut-être qu'ils vont changer des choses aussi. Je vais répondre à ça. Pour moi, il faut être juste factuel. Je vais répondre à ça. Ça, c'est factuellement faux. C'est-à-dire que non, c'est pas faux. Le potentiel de BitTensor, il est là. Mais il faut bien séparer BitTensor, le protocole, du token TAO. C'est-à-dire que ce qu'apporte BitTensor, c'est positif. Je pense à Chute, le subnet, où tu peux détruire complètement les coûts aux millions de tokens. Mais quand tu commences à pratiquer l'IA factuellement, que tu commences à l'utiliser pour ton workflow personnel, tu vas te rendre compte que le prix au million de tokens, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que si ton inférence, elle est ultra lente, ok, tu vas gratter 10 ou 15% à utiliser Chute, mais en fait, tu vas le perdre en temps parce que ton IA, elle va bugger ou elle va mettre 15 plombes à répondre, etc. Donc, en fait, tu vas abandonner le produit et tu vas te rediriger sur un produit centralisé de meilleure qualité. Et le problème, c'est que pour le moment, BitTensor n'apporte pas de réponse à ça. Et de manière générale, tout ce qui se passe en IA actuellement se passe sur des entreprises américaines ou chinoises. Ça ne passe pas sur des modèles décentralisés type TAO ou autres projets crypto. Mais typiquement, je peux montrer mon écran peut-être. Yes. Hop, donne-moi un instant. Tac, tac, tac. Hop, voilà. On va enlever le chat peut-être un instant. Ouais. Hop, c'est fait. Attends, on va enlever le QR code aussi. Hop. Ok. Voilà. Bah du coup en bleu c'est le graphique de Nvidia et en rouge c'est le graphique de BitTensor en fait. Donc en fait moi si je veux m'exposer à l'IA autant acheter du Nvidia que du BitTensor en fait. C'est aussi simple que ça. Alors ça n'a pas toujours été vrai, mais c'est juste que là on voit il y a un prix qui fait que monter et l'autre qui fait que descendre. Alors, si je crois dans l'IA, pourquoi j'irais sur Tao en fait. Tu peux en mettre une troisième. Encore une fois, le projet peut être incroyable. Là, on regarde juste sur le moyen d'investir et de spéculer.
Et de gagner de l'argent. Mhm. De rajouter Google aussi. Ouais. Google en vert, du coup. Voilà. Alors pourquoi Google, pourquoi pas OpenAI et pourquoi pas Anthropic? Tout simplement parce qu'OpenAI et Anthropic ne sont pas listés en bourse publique. Vous pouvez spéculer sur des marchés secondaires, mais ils ne sont pas encore listés en bourse. Donc les deux gros plays IA, pour moi, c'est Google et... Non, mais Meta aussi. Et Microsoft aussi. Ah, Meta, c'est fou. Ouais, Microsoft, ouais. Ouais, mais c'est full IA, mais tu utilises les IA de Meta, toi? Non, mais c'est des questions de modèle, etc. C'est comme ça que Meta, c'est pricé. Hein. Si tu regardes, là, c'est pas Facebook ou Instagram qui a explosé. Non, mais j'entends. Mais Llama 3 a fait du bien à l'open source, mais Llama 4, ils ont menti sur les benchmarks. C'est de la merde. Je regarde pas les performances de tous les modèles, mais en tout cas, ce qui s'est passé entre 2023 et 2025 sur l'appréciation c'était que l'IA, quoi. Leur contribution à l'open source. Ouais, bien sûr. Parce que Llama 3, ça a été vraiment une dinguerie avant DeepSeek. Et c'est juste qu'après, ils ont voulu maintenir le narratif. Tu sais, ils ont payé des gros ingénieurs la peau du cul, ils ont fait tout plein de communiqués, etc. Il y a quelqu'un qui dit Nvidia et BitTensor n'ont juste rien à voir. Bah, c'est vrai qu'ils ont pas tout à voir, mais en fait, aujourd'hui, quand tu spécules sur BitTensor, toi, tu veux spéculer sur la réussite de l'IA, et notamment en crypto. Mais tu spécules d'abord sur la progression de l'IA et le fait que genre des tokens en crypto liés à l'IA performent par rapport à ça. Donc en fait, tu spécules sur la même narrative, mais juste avec le mauvais asset, en fait. C'est surtout qu'NVIDIA, 90% de ses revenus, quasi, ou 80, je sais plus, c'est du data center et c'est quasiment que de l'IA. Alors après, tu as les calculs 3D, on est d'accord, mais c'est principalement de l'IA. Et puis même ceux qui achètent des RTX 5090, même s'il y en a pour le gaming, il y en a beaucoup qui le font pour l'IA aussi parce que c'est plus accessible. Donc bon, NVIDIA est quand même vachement rattaché au narratif de l'IA actuellement. Meta, ils priçaient sur les revenus des apps Insta, et etc., pas sur les... Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait x4. C'est les revenus de Facebook et de Instagram qui ont fait x4. J'y crois pas une seule seconde. Ça a été énormément par rapport aux investissements qu'ils ont fait dans l'IA. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu, et c'est ce qui fait le plus de sens. Après, peut-être que je me trompe. Ça colle, parce que, je te dis, ils avaient Yann Lequin... Ils avaient vraiment du beau travail, ils ont vachement contribué à l'open source avec Llama 3 qui a été forqué dans tous les sens, mais c'est juste que Llama 4 il n'est pas au niveau et qu'en fait ils ont menti sur les benchmarks. En gros, pour t'expliquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un modèle et tu sais, comme d'hab, ils te mettent les benchmarks comparés aux autres modèles sur les différentes métriques. C'est juste que quand ils ont fait le benchmark, ils l'ont fait avec un modèle qu'ils ont appelé, je sais plus, Llama 4, et ensuite ils ont publié ce modèle publiquement et le modèle qu'ils ont publié n'est pas du tout le même que celui qui est présenté dans les benchmarks. Celui qu'ils ont publié, il a été nerf. Donc du coup, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est comme si je te disais, je te vends une bagnole, c'est une 300 chevaux, et puis toi, tu l'achètes, elle a 200 chevaux. Tu te dis, c'est quoi ce délire? Moi, je pensais acheter une bagnole à 300 chevaux. Ça fait pas sens. Quelqu'un qui a dit, les actions sont centralisées, pas BitTensor. Bah oui, si ça me fait perdre de l'argent, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, soit centralisé ou décentralisé. Oui. Non, mais ça c'est un truc. T'investis. Alors, je le comprends, quand tu démarres, tu investis par conviction. Tu te dis, oui, moi j'y crois, j'ai un peu amoureux de ton truc, tu y vas par conviction. Sauf que la réalité, c'est que quand tu investis, c'est pour gagner de l'argent. Donc, tu essaies d'aligner tes convictions avec le fait de gagner de l'argent. Sinon, autant jeter ton argent comme ça par la fenêtre et puis voilà. Non, c'est clair. Donc, puis après, voilà, il y a 2-3 trucs qui performent ou qui se tiennent, mais même Pump qui... c'est ça. Après, moi, je suis en mode... je pense tôt ou tard ça va payer Pump. Après là j'avais acheté le bottom, j'ai pris je sais plus 15 ou 20% sur le rebond, je me suis taillé, bon voilà, mais et Hype, j'essaye de construire une position doucement parce que c'est le truc dans lequel j'ai le plus de conviction et qui me semble le plus décorrélé de la chute du marché récemment. Alors après on parle d'une décorrélation court terme parce qu'il a mangé la frappe comme tout le monde un peu avant, mais voilà. Mais c'est compliqué hein. Je vous avoue que mais c'est typiquement, ne pas investir ou ne pas s'exposer, c'est aussi une décision, en fait. C'est pas quelque chose de mauvais. Et en fait, je pense qu'on l'a vu. Moi, j'avais commencé à baisser mon exposition, être full stable depuis les 110 000, quelque chose comme ça. Je crois que j'en avais parlé à plusieurs moments en stream. Et au final, maintenant, je peux acheter du BTC quasiment deux fois moins cher. J'en ai acheté pour 2 fois moins cher, quasiment. Peut-être 55%, enfin 45% ou 40% en moins. Donc... j'étais pas exposé, mais aujourd'hui, je peux acheter bien plus de Bitcoin que je pouvais en acheter auparavant, et c'est plutôt une bonne chose, quoi.
Donc, surtout que, Ouais, en vrai, je short peu ces marchés-là. J'ai du mal à, enfin, ça m'arrive, mais c'est plutôt rare de shorter. Donc, c'est pour ça que par défaut, je préfère être en stable. Bon, après, des fois, je me hedge, etc. Enfin, Bah là, ce qu'il y a d'intéressant, je dirais, c'est qu'avec cette explosion de l'IA et de l'automatisation, du coup, ça a réduit des barrières à l'entrée. Il y a plein de gens qui se mettent à build des trucs, à automatiser des choses, à faire plein de trucs. Et en fait, ça nous permet aussi de voir que, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens là qui se sont dit, ouais, moi j'ai une idée de fou, mais je peux pas la développer. Bah maintenant, tu peux la développer. Franchement, avec Claude, Codex et tout, tu peux la développer. Et ça montre juste que c'est bon, côté crypto, tout ce qui a été fait ou qui ressemble à ce qui a été fait, on en a fait le tour. C'est-à-dire que si on doit relancer un nouveau narratif, il faut que ce soit quelque chose de frais, de sexy. Et pour moi, ça doit se passer dans le narratif d'Épine, en fait. C'est le fait d'avoir un écosystème comme TAO, sauf que tu arrives à aligner les intérêts de ceux qui créent la valeur et ceux qui la consomment. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu pouvais avoir, je sais pas moi, des modèles IA open source, décentralisés, performants, pas cher du tout, où d'un côté, tu as des gens qui hostent tout ça sur le réseau BitTensor via un subnet, et d'autres qui consomment tout ça avec des prix nettement inférieurs à ce qu'on peut trouver chez les Chinois ou les Américains. Le truc, c'est qu'on n'en est pas loin, je pense au subnet chute, pour reparler de BitTensor, mais à chaque fois, ce subnet ne s'assure pas de la qualité de l'inférence. Donc, ils sont un petit peu moins chers, mais pour une inférence de moins bonne qualité parce que beaucoup plus lente. Donc, tu vas forcément te retourner sur les entreprises chinoises ou américaines. Et c'est ça le problème. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que, bon, BTC, il est dans ce spot-là. Enfin, il consolide, comme je vous expliquais. On était dans un range auparavant, avant l'élection Trump. Donc, il y a eu les ETF ici, on a pump. Pré-élection Trump, on a un range. C'était tellement non, on n'en pouvait plus. Il s'est fait élire et ensuite, on est parti en to the moon. Et là, du coup, maintenant, même avec les inflows de tous les ETF, on est de retour dans ce range avant que Trump se fasse élire. Et en fait, moi, je me dis, en vrai, il y a un monde où on bottom ici. Mais pour moi, ce monde-là, c'est dans le cas où le S&P 500 et le Nasdaq, globalement, ils tiennent. Sauf que le S&P 500, il ressemble à ça, et le Nasdaq, il ressemble à ça, tu vois. Et je me dis, typiquement, si tu commences à perdre ces lots ici, sur le Nasdaq, et ici, sur le S&P 500, bah ça ressemble à un top temporaire, tu vois. Enfin, au moins une petite correction. Donc, en fait, ce qui me fait peur, c'est que, bah oui, j'ai envie de croire au bottom et etc. sur les cryptos, mais actuellement, moi, ce que je vois, c'est une tendance baissière. Ce que je vois sur les EMA qui sont parfaites pour faire du suivi de tendance en daily, notamment dans des baisses comme ça, ou des hausses comme ça, on voit que les EMA en daily, elles tiennent très bien. Bah, on voit qu'on est juste en train de les retester et qu'on a retesté la borne haute du range pré-Trump, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je saute pas trop dessus. C'est parce que, bah, en fait, pour l'instant, là, ce que le marché, il a fait, c'est il s'est fait casser la gueule. Globalement, on a eu une baisse, une consolidation, une baisse. Et maintenant, est-ce qu'on se dirige vers une autre consolidation, une baisse ou une hausse, peu importe. Mais j'ai l'impression que le marché, il nous donne du temps. Et j'ai pas l'impression d'être dans un rush pour le moment. Parce que le S&P 500 et le Nasdaq... Reste sur le S&P. J'ai fait. une question pour toi, Léo. Tu vas me dire si j'ai bon ou j'ai pas bon. On est d'accord que à ce stade, sur le S&P, une bonne partie des points sur le S&P, c'est le Max 7. C'est la capitalisation des grosses entreprises. Ça fait pas tout, mais ça y contribue beaucoup, non ? Oui, enfin, c'est globalement il faudrait que je regarde les pondérations, mais une énorme partie, oui, c'est les plus grosses sociétés. Mais c'est pour ça que je regarde aussi l'US 100, parce que l'US 100, c'est toute la partie tech, et la partie tech aujourd'hui, c'est celle qui domine dans le S&P 500 majoritairement. Du coup, je te présente quelque chose. Là, je pense... Bon, faut toujours faire attention au benchmark pour ceux qui s'intéressent à l'IA, parce que, en gros, les grosses entreprises américaines, ça tourne beaucoup sur le narratif de l'IA en ce moment. Bon. Et la dernière fois, on a eu DeepSeek qui est sorti, qui a mis une secouée à Nvidia, qui a mis une petite secouée au marché américain. Là, on a eu GLM5, très bon, et on a eu Minimax 2.5, très bon. C'est un peu en dessous de Cloud Opus, mais c'est beaucoup moins cher. On a eu cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vu Léo, ByteDance, l'entreprise de TikTok qui a sorti Seedream, Seed 2 là, tu sais, où tu as pu voir plein de vidéos générées par IA impeccables, des vidéos de fou. Ouais, Seedance, voilà, Seedance 2. Et là, on va avoir DeepSeek V4. Et je pense que DeepSeek V4, ça peut être une folie, parce que ce que font les Chinois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les gros modèles américains pour entraîner leur modèle moins cher. Ce qui n'est pas très éthique, on peut le dire, mais on s'en bat les couilles. Donc du coup, à moindre coût, ils peuvent entraîner leur modèle
obfusquer un petit peu le tout, et puis après arriver comme des princes en disant ouais, bah, on a sorti des bêtes de modèles et casser les coups. Et moi, je m'attends vraiment à ce que DeepSeek il ressorte une frappe atomique là, avec le V4. Et si c'est vraiment de la grosse frappe, ça pourrait remettre une secouée au marché américain à court terme. Ça, c'est ce que je pense. Ouais, après, le marché américain, il se protège énormément, tu vois. Enfin, t'as Trump qui protège énormément le marché avec les histoires d'export-import, les cartes graphiques, les trucs comme ça. Bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises qui dominent, c'est quand même des entreprises qui sont américaines ou qui sont listées sur les bourses américaines. Donc, en tout cas, moi, je base pas mon analyse sur DeepSeek va peut-être sortir une frappe qui va enculer les boîtes. Enfin, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est arrivé une fois, la deuxième fois, ça aura forcément un impact qui est moins fort. Non, mais alors, ce sera probablement moins fort, mais c'est juste qu'à court terme, les gens paniquent. Après, tu sais très bien que très rapidement, les Américains, ils ressortent un modèle et puis ils reprennent le lead, tu vois. C'est cyclique. Mais la panique, elle a duré quoi? Elle a duré une semaine sur les marchés. Même pas. Ouais. Je saurais même plus dire où c'est sur le graphique pour te dire. Bah, mets-toi sur Nvidia, je vais demander tout de suite. Non, mais je peux regarder juste sur le S&P 500 ou le Nasdaq. Ouais, moi, je regarde sur... Attends. Quand est-ce que DeepSeek... En octobre-novembre a sorti son modèle qui a fait paniquer les marchés. La date STP. C'était en octobre? Je sais plus du tout. Peut-être même avant, non? Je sais pas. J'ai demandé à Google. DeepSeek R1, c'était le 20 janvier 2025. 20 janvier 2025. Ah oui, bah on le voit même pas sur le graphique, quoi. Enfin, c'est genre, c'est là. Enfin, en tout cas, pour moi, ça dépend pas de ça, quoi. Moi, c'est plus genre clairement, le marché. Est-ce que les gens vont pas TP? Est-ce que ça va pas, voilà, prendre ses profits doucement? Parce que le marché, il a fait que monter. On a eu les tarifs, et puis après, on s'est téléporté tellement plus haut. On est passé de 16 000 à 26 000 en un an. Sur genre le Nasdaq, c'est une boucherie. Genre là, t'as 60% de performance en un an. C'est lunaire, quoi. Donc pour moi, c'est plutôt ça qu'autre chose. Après, on verra. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur pour les cryptos. C'est pour ça que j'y vais mollo. Et moi, ce qui me fait le plus peur, surtout, c'est Ether. Parce que Ether, je pense on commence à prendre les lots de 1891, 1890, là. Pour moi, le bottom des 1700, il est prenable. Et si on prend le bottom des 1700, en fait, c'est finito. Parce qu'en fait, si t'enfonces 1700 et quelques, tu débarques sous le lot des 1400. Et sous 1400, enfin, t'as retracé tout le cycle, quoi. Donc, moi, c'est pour ça, Ether, j'y crois vraiment pas. Et j'en parlais un peu avant de Solana. Solana, t'as un range de 2 ans qui prend l'ATH. Qui prend l'ATH globalement ici, avec Trump, etc. Et maintenant, on casse ce range par le bas, sachant que le market cap de Solana, il a top bien plus haut que le prix. Hein. On est monté à 135 milliards, tu vois. Donc là, c'est limite si on reteste que l'ancienne ATH, tu vois. Enfin, j'abuse un peu, mais on est dans ces ordres-là. Donc c'est pour ça que moi, je fais vraiment attention. C'est parce que... Enfin, moi, Solana, quand je vois ça, je me dis c'est impossible j'y mette les pieds. Impossible. Alors je préfère largement attendre qu'on ait une force de malade, qu'on récupère, qu'on reteste cette zone et ensuite qu'on reparte, que d'acheter là au milieu de nulle part, en fait. Et je me dis que pour beaucoup d'altcoins, ça va être la même chose. Donc ce qui me donne un peu plus d'espoir, en fait, à la rigueur, c'est BTC. Mais en fait, BTC, je me dis, qu'est-ce qui se passe si le Nasdaq, etc., ça corrige, tu vois. Pareil, le gold et tout, c'est tellement monté haut, vite et tout. Donc, tranquille, on y va doucement. Ça sert à rien de... Parce qu'en fait, le truc, c'est que même si tu réfléchis, ok, imaginons, c'est le bottom du cycle, je sais pas quoi, imaginons. Hein. Le bottom de tous les cycles en crypto, sur BTC, ils sont tous posés en plusieurs semaines, en fait. Enfin, si tu regardes, on a eu même des mois et des mois, tu vois. Genre même là, le bottom absolu, 7 novembre, t'as eu 3 mois pour l'acheter, le bottom. Ici, ce bottom-là, t'as eu 6 mois quasiment. Enfin, les bottoms mettent du temps à se poser, tu vois, même chose enfin, je dis pas que ce cycle, ça va être exactement la même chose, etc., mais genre, souvent, les tops et les bottoms, t'as quand même un peu de temps pour le vendre, genre, même le top de ce cycle-là, entre le 14 juillet et le 6 octobre, donc t'as quand même 3 mois, quoi, un truc comme ça. Donc, t'as du temps pour voir les choses, c'est pour ça que je me rue pas sur le truc, et puis, en fait, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est toujours baissier, quoi. Donc surtout que en fait moi c'est ce que je vous explique, enfin je veux pas faire paniquer, etc. Enfin je suis pas en mode panique, c'est la fin, blablabla, on s'entend.
Mais moi, ce que je veux vraiment mettre en lumière, c'est que, en fait, tu as une tendance haussière, creux plus haut, 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 à la limite, même si on peut prendre que ce creux-là, sommet, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, comme dirait Al Capote. Et ensuite, on pète ce niveau-là et tu vois, tu casses la dynamique. Et c'est un peu la même chose dans l'idée de, sur ce cycle-là, avant, tu fais que des creux de plus en plus haut et tout, et le moment où tu commences à break le dernier low, bah, c'est le moment où genre t'enfonces et t'accélères, tu vois, en direction du bottom. Donc voilà, moi actuellement le marché il me procure. Je me dis peut-être que je vais louper le bottom et peut-être qu'il peut se passer un truc, mais pour l'instant je me dis tranquillement, Tranquillement. pas besoin de prendre des Tranquillement risques de et malade. BTC hype du coup. Voilà, et au pire des cas, je fais du 7, 10, 12% sur mes stables. Il y a pire comme vie, tu vois. Donc voilà, et puis après, ça nous donne du temps pour se concentrer sur la TradFi. Il y a Frozen qui me dit, je pense quoi des Hypure. Donc les Hypure, c'est les NFT de HL. Globalement, ils sont à 500. Hype le floor, on est passé de. À un moment, ils étaient bien plus haut, ils étaient à 1000 quelques. Là, on stagne à 1000. Enfin, à 500 de floor depuis décembre, donc ça fait 3 mois. Et moi, je pense que dans tous les cas, c'est Hypure. Enfin, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils mangent sur le prochain airdrop de Hyperliquid. Mais j'ai pas de garantie. Moi, je m'expose à ça et je tente le coup, mais ça se passe pas et que ça me donne pas ce que je veux, c'est pas Parce bien que grave. t'en as quoi. déjà. Mais t'en rajouterais pas à ta collection là. Peut-être un ou deux, mais le truc c'est que en fait c'est tellement comment dire. En fait c'est pas liquide en fait. Enfin c'est pas ultra liquide. Du coup genre c'est des plays qui sont compliqués à jouer. Surtout que c'est des NFT qui coûtent cher. Donc voilà. Mais non, moi je hold en pariant sur cet upside là. S'il n'arrive jamais, bon c'est pas grave, j'aurais joué ce jeu là. Mais après je me dis, enfin de toute façon, peu importe ce que fait HL, je suis exposé à la réussite, que ce soit via des bags en hype, soit avec le volume, que ce soit le fait de build moi-même sur HL, que ce soit ces NFT là, je suis un peu exposé de toutes les manières possibles. Donc voilà. Et il y a aussi, j'ai vu quelqu'un qui me disait, il me parlait de Dreamcash. Bah Dreamcast, je vous en parlais en fait, la dernière mission ou la mission d'avant, parce que j'avais eu un appel avec vous. Semaine dernière. Enfin avec eux, et en gros ils me disaient, enfin globalement là ils ont annoncé les incentives quoi. En fait il y a Tether qui a investi dans Dreamcash et qui vont donner 200K USDT par semaine d'incentive, ce qui va être plus que ce qu'ils vont gagner avec les trading fees sur leur marché, en tout cas actuellement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si tu payes des frais, tu gagnes de l'argent à trader. Du coup, ça va amener, je pense, énormément de volume. Et du coup, je pense que vite, tout le monde va être très dilué. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je pense, à farmer, c'est probablement maintenant. Après, ça va être de plus en plus difficile. Il y a une app mobile, il va y avoir une app desktop. Voilà. Après, le truc, c'est que pour moi, c'est très compliqué de farmer. Enfin, ça se fait. Hein. Là, il y a clairement des incentives et des choses. Si jamais vous tradez de base les stocks, les indices, etc., autant le faire sur des marchés Dreamcash potentiellement, surtout qui sont déjà très liquides. Mais je n'irai pas parier sur le fait qu'ils génèrent énormément de revenus d'ici 6 mois, 1 an, ou que ce soit le deal de l'année. Après, peut-être je peux me tromper. Mais en fait, ce que ça va, enfin, sur quoi ça va dépendre genre des autres déployeurs et de la réussite de TradeXYZ qui est globalement unit et qui on le lead sur le marché actuellement. Donc c'est compliqué, mais pour ceux qui ont l'habitude de trader ces marchés-là, je pense qu'il y a vraiment une incentive économique et des récompenses à obtenir en tradant ces marchés-là. Voilà. Après, sachez que il y a uniquement les gens qui tradent via l'app mobile et desktop qui sont éligibles au point. Et via l'app desktop et mobile, vous avez des frais supplémentaires que lorsque vous passez uniquement via l'interface d'Hyperliquid. Donc, sachez que vous farmez, mais vous faites farmer aussi, quoi, pour être clair. On répond à ça. Alors, je vais pas faire semblant de maîtriser de A à Z Axelar, mais tu vois, typiquement, Axelar, ça fait partie des techs qui sont stylés sur le côté interopérabilité, cross-chain et tout, mais qui ont de la concurrence, faut le rappeler, hein, avec Portal, avec Jumper, avec Layer 0 et j'en passe. Comme tu l'as dit, certes, le marché a digéré la news du rachat par la Team Circle. Bah, en fait, pour moi, tout est là. Pour moi, le sentiment que j'en ai, c'est bon, les gars,
nous, on s'est mis en sécurité, mais on vous laisse la promesse de la décentralisation, vous vous démerdez entre vous. Et en fait, pour moi, je touche pas à ça avec un bâton. Je vous le dis, j'y touche pas. Déjà que les altcoins, ça pue la mort. Alors, aller sur un altcoin lié à un bridge où il n'y a pas une stratégie claire de revenus, de buyback, etc., je n'y mets pas les pieds. C'est mort. En fait, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas de revenu et pas de buyback, c'est-à-dire que tu te bases et globalement, le token n'a aucune utilité si ce n'est la gouvernance, voilà, super. Bah, tu te bases sur des hypes, des narratives un peu court terme, des KOL qui vont tweeter, et des choses qui sont en soi très éphémères. Enfin, même si aujourd'hui, genre, c'est possible qu'il y ait des altcoins qui pètent, tu vois, genre, c'est pas terminé. Bah là, c'est les mêmes coins. C'est les mêmes coins là qui pètent, de toute façon. Mais je pense que dans tous les cas, c'est EV-. Dans le sens où, bah, Je suis d'accord. AXL, c'est très bien, mais au final, regarde, les gens ils utilisent quoi? Ils utilisent Layer 0, ils utilisent Wormhole, ils utilisent Stargate de Layer 0, ils utilisent Across, ils utilisent Jumper, ils utilisent des bridges, Monte la ils utilisent charte, plein de monte la solutions. charte du AXL. Monte la charte du AXL. Bah, je suis Il dessus, y en a un je suis qui rigole dans le chat. Pardon, je n'avais pas vu que c'était ça, AXL. dessus. Ouais, bah voilà. Voilà. Là, je suis Non, en mais c'est log. dit, hein. Non, mais en plus, c'est horrible, les gars. Franchement, ce marché, il est affreux parce que, en fait, quand vous découvrez les marchés crypto, vous allez utiliser Twitter, vous allez utiliser YouTube, donc vous inquiétez pas. Hein. Sur YouTube, vous aurez des youtubeurs bullish qui vont vous expliquer par A plus B que le truc il va rebondir, qu'on a le bottom. Vous allez sur Twitter, vous vous mettez sur le dièse, pas le dièse, pardon, dollar AXL pour voir le ticker AXL. Vous aurez la montagne de robots qui va vous faire la propagande, etc. Et le truc, c'est que c'est des robots. C'est des robots ou des gens qui sont sous l'eau ou des gens qui sont payés et vous allez vous faire manger le cerveau, vous allez perdre de l'argent, donc faites gaffe à vous. Très bonne initiative, Léo. Ouais, bah pour ceux que ça intéresse, du coup, on a commencé à travailler avec OKEx, OKX, qui est une plateforme de trading et d'investissement qui est régulée, qui a tout ce qui est conforme niveau MiCA, etc. Donc nous, on fait des collaborations commerciales avec eux, donc on travaille en partenariat avec eux. Et pour annoncer du coup notre partenariat, on vous propose 1 000 € à gagner. Donc c'est très simple. Pour participer, je vous mets le lien dans le chat. Vous avez juste à vous inscrire, faire un premier dépôt et mentionner un ami. Je pense que peut-être certains se disent ok, c'est pas mal d'étapes, etc. Bon, c'est chiant. Et là, vous avez 1 000 € à gagner. Simple. Et c'est surtout que actuellement, il y a peu de gens qui participent. Donc vous avez vraiment beaucoup de chances d'obtenir, vous avez pas mal de chances de gagner. Donc évidemment, plus il y a de gens qui participent, moins vous avez de chances de gagner. Mais actuellement, je pense que c'est une bonne opportunité si jamais vous avez besoin d'un exchange centralisé, qui est régulé, qui est carré. Et en plus de ça, en ce moment, vous avez une carte OKEx sur laquelle vous avez 15% de cashback 15% jusqu'à un certain seuil. Donc je te laisse en parler, peut-être, Capet. Je vais leur représenter la carte pendant le Coin Hebdo, mais pour ceux qui nous écoutent, donc quand on vous dit réaliser un premier dépôt, ça peut être un dépôt en euros, ça peut être un dépôt en crypto. C'est-à-dire que si vous avez ça sur un autre exchange ou sur un wallet, faites un compte, faites le KYC, faites le dépôt, attendez la fin du concours, attendez le tirage, utilisez bien entendu la plateforme si elle vous plaît. Mais la façon de se qualifier, elle est assez simple. Nous, on a choisi de s'associer à OKEx parce qu'on voulait un gros exchange qui est sérieux, qui est là depuis longtemps, qui a les reins solides, qui est régulé de A à Z et qui commence à envoyer du lourd, dans le sens où, comme on vous l'a dit, vous avez le cashback de 15% sur vos achats par carte. Il y a aussi une promotion sur les dépôts. Si vous déposez une certaine somme d'argent, que vous commencez à trader, il y a des petits bonus de 20 balles par-ci, 80 balles par-là. Il y a un gros bonus après de 5% sur les dépôts à partir de 1 000 $. Et en fait, ils sont en train d'envoyer des incitations économiques dans tous les sens pour vous pousser à l'utiliser. Et ça fait plaisir de bosser avec eux parce que c'est un gros bonnet, quoi. Donc, encore une fois, très simple, dépôt en euros ou dépôt en crypto. Vous mentionnez un compte sur le tweet, pensez bien à passer par le lien. C'est le même lien en scannant le QR code que vous voyez en haut à gauche d'ailleurs, c'est coinacademy/go/-OKEx. Voilà, vous pouvez scanner le QR code dès maintenant. Vous pouvez tout faire depuis un mobile. Si jamais là vous êtes sur téléphone, vous avez la flemme et tout, vous pouvez tout faire depuis le mobile. C'est hyper easy. Et je vous présenterai l'opération de cashback tout à l'heure. Donc on bosse avec eux sur un contrat de 3 mois, c'est ça je crois. Si ça se passe bien, on continue. Et le but c'est que ça se passe bien parce que c'est ce qui permet de faire tenir le média. Et c'est beaucoup plus facile de pousser un OKEx que de pousser un altcoin qui est en road to zéro. Voilà, faut se le dire aussi. Non, mais c'est même pas une question de ça. C'est que aujourd'hui, pour les personnes qui veulent trader sur une plateforme sérieuse qui est centralisée et qui est régulée, OKEx, c'est clairement une bonne solution à mon sens. Il y a des frais qui sont compétitifs. Vous avez quand même beaucoup de choix dessus. Vous avez une CB avec du cashback et tout. C'est cool.
Encore une fois, il n'y a pas de pression ou quoi. Si jamais vous voulez pas KYC, ne le faites pas. Si jamais vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Mais pour ceux qui veulent un compte sur une plateforme régulée, carrée, sur laquelle vous pouvez trader, vous savez, il n'y aura pas de problème, etc. OKEx en fait partie. Et en fait, vous avez l'occasion de gagner 1 000 € en plus au passage avec un ami. Donc voilà. Je vous remets le lien si jamais ça vous intéresse. Et pour ceux qui sont déjà bien ou ailleurs, il n'y a pas de souci. On essaie juste de vous donner des bonnes solutions et concrètement des plateformes qui sont réglo, quoi. Donc et du voilà. coup, c'est 2 gagnants. 2 gagnants, 500 € pour 2 personnes. Donc il y a quand même des bonnes chances de pouvoir remporter le lot. Écoute, Léo, est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur l'actu ? Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur d'autres choses sur la T ? On peut enchaîner sur l'actu et puis on reviendra sur la T et le marché de toute façon, je pense. Ouais. Eh bien, faisons ça. C'est parti, je vous partage mon écran et on va faire le point sur tout ça. Mais avant de faire de la pure actu, je voulais juste qu'on fasse un point rapide sur Layer 0. On a fait un article complet sur la communication sur le projet 0. Alors, maintenant, je vais faire la répétition parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément intégré chez tout le monde. Je peux parler très positivement d'une technologie. Pour le coup, je suis très, très, très favorable à cette technologie. Il y a un token. Je ne vous dis pas d'acheter le token ou de ne pas acheter le token. Je vais même vous dire de faire attention dans ce cas précis. Donc, c'est pas parce que je suis enthousiaste pour une technologie que je suis enthousiaste pour son token. Et quand vous voulez gagner de l'argent en crypto, vous souhaitez avoir la technologie et le token qui va avec, ce qui est très très rare en ce moment. Voilà, donc on va parler de 0. Donc 0, c'est le projet de blockchain de Layer 0. Donc je pense que voilà, Layer 0, ça fait longtemps qu'ils bossent dessus. J'ai cru comprendre que ça faisait 2 ans et demi, ce qui explique le nom Layer 0 finalement. Et l'idée, c'est de reprendre toutes les bonnes choses de l'écosystème et d'apporter de la nouveauté. Donc, soyons d'accord sur une chose, en crypto, ça évolue tout le temps. Ok ? Donc là, clairement, sur le papier, c'est une folie. Ça va sortir cet été. Ça va être latence ultra basse, techno-zk, décentralisation, bref, ça va être une folie, mais il suffit qu'il se passe quelque chose sur Ethereum ou chez un concurrent et puis la vedette peut être reprise par un autre projet. Donc pour faire très court, 0 c'est quoi ? C'est un ordinateur décentralisé mondial multicœur. Donc l'idée c'est de faire comme Ethereum, comme Solana, donc de pouvoir exécuter des smart contracts, d'être une place pour pouvoir faire du trading, du paiement sur les stablecoins, du prediction market, peu importe, à très très haute fréquence. Donc en fait, ce qu'ils ont fait simplement, c'est qu'ils ont fait le point sur le marché, sur ce que c'est qu'une blockchain. Ça apporte quoi une blockchain ? Donc la décentralisation, la résistance à la censure. Ensuite, ils ont fait le point sur d'abord l'expérience Ethereum et ses limites, puis l'expérience Solana et ses limites. Donc l'expérience Ethereum et ses limites, c'est quoi ? C'est qu'Ethereum ne parallélise pas les transactions sur son Layer 1, en tout cas pas encore, ça va arriver plus tard. Donc du coup, Ethereum aujourd'hui, c'est moins de 30 transactions par seconde, avec des blocs toutes les 12 secondes. Donc ça ne permet pas de faire du micro-paiement, du trading à haute fréquence, etc. C'est pas taillé pour. Vous allez me dire, oui, mais il y a les Layer 2, c'est vrai. Problème des Layer 2, c'est que c'est pas tout à fait aligné avec Ethereum. Il y a des petites couches de sécurité, certes, mais il peut y avoir de la censure, de la réorganisation de blocs. C'est pas aligné économiquement avec Ethereum, donc déjà, c'est un premier problème. Du côté de Solana, c'est différent. Solana, c'est un Layer 1, il n'y a pas de fragmentation des liquidités, c'est tous les mêmes liquidités. Il y a la parallélisation des calculs, mais pour autant, Solana pourrait aller plus vite, que ce soit sur la finalité des transactions, les temps de bloc. Et en plus de ça, Solana n'est pas vraiment nativement EVM. Tu peux faire de l'EVM sur Solana en bricolant un peu avec Neon notamment, mais ce n'est pas nativement EVM, ce qui peut être assez rébutant pour les développeurs. Pourquoi ? Parce que Solana, vous développez des applications en langage Rust. Le Rust n'est clairement pas aussi accessible que le Solidity. Voilà. Et en plus de ça, dans la façon dont vous allez programmer vos applications sur Solana, vous allez vous prendre la tête beaucoup plus qu'en faisant des applications sur l'écosystème Ethereum. Donc, ce que vient proposer en fait 0, c'est toutes les bonnes choses de Solana et les bonnes choses d'Ethereum. C'est-à-dire que 0 va proposer de l'EVM avec des performances encore bien au-dessus de Solana. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont repris les fondamentaux de l'informatique. Qu'est-ce que tu fais avec un ordinateur ? Tu computes de l'information, donc tu exécutes des calculs. Tu stockes de l'information, tu lis, modifies, écris, supprimes. Et tu as aussi une communication avec d'autres appareils, donc réseau. C'est pour ça qu'on parle de Compute Storage Network, en français, exécution, stockage et réseau. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont bossé tous les fondamentaux de sorte à pouvoir proposer de bien meilleures performances. Donc, je vous passe un petit peu toutes les étapes, mais en gros, ils ont fait leur propre technologie de storage, où ils ont déposé un papier. Ils ont fait leur propre
technologie aussi pour la computation et la gestion de l'EVM. Donc en faisant ça, ils disent être capables de gérer jusqu'à 1 million de transactions par seconde en étant compatible EVM sur des machines qui ne sont pas forcément des machines de fous furieux, parce que tu pourrais dire, s'il faut 1 million de transactions par seconde, ils font ça sur les machines de fous furieux. Évidemment, ils ne font pas ça sur des petites machines toutes pourries, mais ils ne font pas ça sur des machines à 30 000 euros. Il n'y a pas besoin de mettre autant de budget. Ensuite, ils se sont associés avec A16Z pour la partie ZK, parce que, vous le savez, aujourd'hui, la blockchain, à chaque fois qu'un bloc est soumis au réseau, tous les autres validateurs du réseau rejouent les transactions du bloc pour s'assurer que tout est conforme. Donc en fait, on est tout le temps en train de retélécharger les informations, rejouer la computation, s'assurer que tout est conforme. Et c'est un travail qui est ultra gourmand en puissance processeur, en RAM et aussi en bande passante réseau. Et donc du coup, ce que va faire Ethereum, c'est passer sur un layer, on va dire ZK-VM, c'est-à-dire qu'on aura des gros validateurs qui vont créer des preuves ZK, des petits ordinateurs, des petits téléphones qui vont vérifier ces preuves ZK. Et du coup, on réinvente pas la roue. Layer 0 va faire la même chose. Sauf que eux, ils s'associent à A16Z pour ça, en exploitant la technologie Jolt, qui est visiblement une technologie ZK extrêmement performante, qui est visiblement, je pense, au niveau de Starknet. Alors, c'est des ZK Snark, hein. C'est pas des ZK Stark, donc c'est pas résistant au quantique comme Starknet. Il y a des petites subtilités comme ça. Mais en tout cas, les performances sont au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que Jolt a été optimisé pour pouvoir tourner sur des cartes graphiques. Et vous le savez, les cartes graphiques sont bien meilleures que les processeurs graphiques, tout court, les CPU, pour paralléliser les calculs. Donc grâce à ça, ils nous disent que on peut faire tourner les choses jusqu'à 100 fois plus vite. Donc au lieu d'avoir des gros serveurs, on peut faire tourner ça sur des Raspberry Pi. Donc avec un simple appareil à 150 balles, tu peux avoir un nœud capable de gérer 1 million de transactions par seconde. Donc c'est quand même très très sympa. Ensuite, ils se sont occupés de la partie réseau. Donc vous le savez, il y a eu des optimisations sur la partie réseau, proposées notamment via Celestia, puis sur Ethereum avec le PeerDAS, où depuis la dernière mise à jour, vous pouvez télécharger qu'une fraction des informations pour pouvoir vérifier ces informations. Eh bien, eux, ils vont encore plus loin. Ils disent qu'avec moins de 0,5% des données originales d'un bloc, tu es capable de vérifier les données entières d'un bloc de façon probabiliste, encore une fois. Comme vous avez plusieurs personnes qui vont vérifier en même temps des petites fractions, ça fait qu'au global, tout le monde vérifie. Donc, on n'a pas besoin de télécharger des grosses quantités de données. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un simple smartphone, tu peux devenir un validateur du réseau. Avec un simple Raspberry Pi, tu peux devenir un validateur du réseau. Donc eux, ils disent, voilà, grand prince, on arrive, on fait mieux qu'Ethereum, on fait mieux que Solana, on est trop fort, on est sur un système de zone. Alors le système de zone, à ne pas confondre avec Cosmos, hein, mais en gros l'idée c'est d'avoir une zone qui serait dédiée, je crois qu'on a une image plus haut, pardon, je vais retourner dessus, si je ne l'ai pas c'est pas grave, ouais bon c'est la même image. En gros le système de zone, l'idée c'est d'avoir une zone EVM par exemple, pour toute la partie smart contract, pour être concurrent de l'Hyper-EVM par exemple, ou de l'EVM de Lighter ou d'Extended, etc. pour du trading haute fréquence, du paiement, de manière générale. Ensuite, ils veulent faire une zone dédiée au trading. Donc là, en fait, ce serait une zone semblable à Hypercore, pour parler d'Hyperliquid. Une autre zone dédiée au paiement. Donc là, ce serait semblable, par exemple, à la blockchain Arc de Circle ou Tempo de Stripe. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un Layer 1 optimisé pour tout, sans fragmentation des liquidités. Voilà. Donc, performance au rendez-vous, pas de fragmentation des liquidités. Et pourquoi je voulais parler très longuement de Layer 0 ? Parce que justement, on a Tether qui a fait un investissement dans Layer 0. Alors, on ne connaît pas la somme. Par contre, ce qu'on sait, et toi, tu es bien placé pour le savoir, Léo, c'est que l'USDT 0, le stablecoin multi-chain de Tether, il est basé sur la technologie de Layer 0, qui utilise en fait, ce qu'on appelle les EFT. Ouais, voilà, OFT. En gros, les OFT, c'est que ça te permet globalement d'avoir des tokens sur une chain et d'avoir une version équivalente sur une autre chain et que ce soit genre super interopérable en fait. Et maintenant, t'as beaucoup de gens qui bossent avec ces technos-là et globalement, c'est vraiment stylé. Moi, pour le coup, je build sur HL et je suis en contact avec eux. Et c'est des gens qui sont vraiment très sérieux, qui sont très techniques et qui sont très cool. Donc voilà. Après, en fait, moi, la question que je me pose, c'est plutôt quel est l'objectif final ? Parce que là, en fait, c'est même pas une question que d'interopérabilité. C'est genre de remplacer du coup Ethereum ou Solana ou... Enfin, en gros, c'est que n'importe qui... Enfin, c'est un nouveau L1 plus ou moins, non ? C'est ça. Pour moi, c'est un Layer 1 qui veut faire comme Hyperliquid, il veut tout faire.
C'est-à-dire qu'il veut faire smart contract avec la zone EVM, il veut faire paiement, il veut faire place de trading. Alors, je ne l'ai pas Mais signalé. du coup, il est EVM et SVM, ou il est que EVM, comment ça marche? Que EVM pour commencer, et après, je pense que tu peux faire ta VM sur mesure dans une zone. C'est juste qu'il faut l'optimiser. Et souviens-toi, on parlait de GTE qui devait être sur MegaETH et qui s'est barré. Au final, GTE a annoncé un partenariat avec Layer 0. Donc, je ne serais pas étonné que GTE ait sa propre zone. Alors, ils l'ont pas dit explicitement, je crois, hein, mais je ne serais pas étonné qu'ils aient leur propre zone sur Layer 0. Donc, comme on le sait, la critique, je l'entends parfaitement. À quoi ça sert d'avoir un nouveau Layer 1 si on n'a pas d'app? Bah là, le truc, c'est que le Layer 1, il est tellement puissant que ça peut permettre potentiellement des nouvelles apps comme MegaETH. Donc, s'ils ont des partenariats stratégiques comme GTE, Tether, des market makers, etc., pourquoi pas? En fait, la question, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire sur Layer 0 que tu pourrais pas faire sur MegaETH, par exemple? Bah, franchement, à ce stade, c'est à peu près la même chose. Après, c'est les apps qui se font par-dessus. Parce qu'en fait, c'est un Layer 1 qui est EVM, mais du coup, les gens, ils vont le voir un peu comme un Layer 2, quoi. Je suppose. Bah, c'est pour ça qu'on parle de Layer 0. Ils vont peut-être l'utiliser comme un Layer 2, ouais. C'est une base. C'est une base où en fait tu peux te connecter et comme ils sont liés au bridge layer 0, bah, ils vont forcément faire une communication de ouf et ils vont être connectés à tout le monde. Donc tout le monde va pouvoir bridger sur ce layer. En fait, ce qui est fort, et ce dont il faut se rendre compte, c'est que Layer 0 aujourd'hui, il y a beaucoup de protocoles et beaucoup de teams qui utilisent Layer 0 en fait. Et avec le système d'OFT, c'est, comme j'en parlais avant, c'est une manière de rendre des jetons interopérables avec d'autres chains, etc. très facilement. C'est un standard qui est vraiment ouf. Et en fait, vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça pourrait être cool parce que, en gros, je suppose que la migration ou l'implémentation ou l'utilisation de cette chain-là par tous les protocoles et tokens qui sont déjà des OFT, en fait, ce sera assez simple. Après, encore une fois, c'est les promesses. Encore une fois, il faudra attendre de ce que ça donne. Et encore une fois, il faudra que, en fait, il y ait vraiment des gens qui vont dessus. Parce qu'en fait, c'est toujours le même débat, en fait. Tout le monde nous parle d'une meilleure UX, d'une meilleure performance, de je sais pas qui ci, de je sais pas ça. Mais au final, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser? Est-ce qu'il y a des applications qui seront utiles dessus? Et est-ce qu'il y aura un effet de réseau qui est assez important? Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Et je préfère être pessimiste que optimiste par défaut maintenant avec les altcoins. Donc voilà, mais je suis pas du tout à trash Layer 0 et trash leur token. Je pense que jusqu'à maintenant, ils ont fait plutôt les choses de la bonne manière. D'ailleurs, le token tient relativement bien par rapport à d'autres, j'ai l'impression. Ouais. Après, encore une fois, c'est le market cap high FDV, quoi. Donc, c'est ça. Donc beaucoup d'émissions encore à venir et c'est ce que disait CBB, ouais. Beaucoup d'émissions à venir et il y a du buyback, mais il est. En fait, ça rapporte très peu d'argent. C'est peanuts. C'est peanuts. Je sais plus où je l'ai mis, je l'ai noté quelque part. Et après, c'est toujours la même chose. Même si tu as une chaîne ultra performante sur laquelle les gens vont, en fait, si tu as un token qui monte pas ou que en fait, il y a tes apps qui extractent, voilà quoi. Parce qu'en fait, genre, je dis n'importe quoi, mais enfin. Techniquement, PumpFun, ils sont allés sur Solana et ils ont tout extract. Et genre, l'app, elle est successful. La chain est cool, mais au final, ils finissent par tout dump. Donc, tu pourrais un peu avoir la même chose, je suppose, avec des applications qui se bâtissent sur Layer 0. En fait, pour moi, le plus compliqué, c'est comment tu valorises ces jetons de blockchain, sachant que en fait, tu as de moins en moins de frais et que même si tu as beaucoup de transactions, en fait, si les frais ils sont 100 fois inférieurs à avant, il faudrait au moins 100 fois plus d'activité pour compenser ça, sauf que ça n'arrive pas. C'est ça, faut qu'ils collectent du fric, c'est ça. Tu peux mettre la gouvernance que tu veux, la preuve d'enjeu délégué, machin, avec du yield, tu peux. Mais à la fin, c'est pourquoi j'achète ton token, pourquoi je le garde, pourquoi je le vends pas. Et voilà. Et si en fait c'est un gas token où tu n'as quasiment aucun frais de gaz, c'est chaud. Pour moi, c'est chaud. Tu peux mettre les buybacks que tu veux, c'est pas suffisant. Ou alors, il faut vraiment que tu aies une place de trading de dingue, type hyper liquide, et que tu brasses un max en fait. Encore un prochain hyper liquide, oui, allez. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué quoi. Même Pump qui brasse au max, ils n'arrivent pas à tenir. Donc bon. Voilà. Après, tout est possible. Et encore une fois, on ne jette pas tout ça à la poubelle. Mais c'est juste que on est hyper habitué à plein de promesses, etc. Et il va falloir que ça se retranscrive en un succès et que ça bénéficie aux gens. En fait, le truc, c'est que c'est très compliqué de faire un token qui reflète parfaitement la réussite de ton protocole, en fait. Et enfin bref, il y a plein de problématiques dont on se rend uniquement compte
quand on build, en fait. Tu vois, genre, il y a des choses, genre, c'est très compliqué de s'en apercevoir tant que t'as pas les mains dedans. Vas-y, je te laisse peut-être reprendre. Tu voulais parler de la. Pas de du concours et souci. de la série Alors, aussi. OKEx, on refera le point tout à l'heure sur la partie cashback parce qu'on vous a mis déjà une bonne session commerciale juste avant, donc j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça. Tu me le rappelles, Léo. J'enchaîne et on reviendra dessus. Donc voilà, on a un nouveau changement de direction encore chez l'Ethereum Foundation. Alors ça peut faire peur comme ça, en vrai ça va. En vrai, franchement, ça va. C'est juste qu'on a Thomas qui est en fait le fondateur, je crois, de Nethermind. Oui, c'est le fondateur de Nethermind qui est une boîte qui fait v'là les développements dans l'écosystème Ethereum, Starknet, DYDX et plein d'autres. Donc c'est une grosse pointe. Qui est de base co-directeur du coup de l'exécutif de la fondation Ethereum, qui depuis qu'il est arrivé a permis beaucoup de changements positifs, faut le noter, se reconcentrer sur le Layer 1, augmenter la capacité du Layer 1, renforcer les travaux sur la résistance quantique, sur la technologie ZK, tout ça, il y a eu vraiment beaucoup de travaux qui ont été faits. Et là, il nous dit simplement, je quitte ce poste-là de co-directeur, donc je cède ma place à quelqu'un d'autre. Ça ne m'empêchera pas, je parle à la première personne, mais je parle de Thomas, bien sûr. Ça ne lui empêchera pas de continuer de travailler sur Ethereum. Il l'a dit. En gros, il passe les clés jusqu'à la fin du mois de février. Et ensuite, il se reconcentre sur le fait de build. Donc voilà. Et l'idée, c'est de rendre Ethereum plus résistant à la menace quantique, notamment, ça fait partie des gros projets, et aussi toute la partie agentique. Il le dit clairement, un développement agentique. Donc l'idée, c'est, comme je le disais dans un tweet, et pour moi, ça fait totalement sens, développer tout plein d'outils IA-friendly, des agents IA, de la doc, des choses que tu peux fournir à une IA pour qu'elle comprenne directement Ethereum, qu'elle puisse construire dessus, interagir dessus, etc. Parce que, sachez-le, je sais, ça va pas faire plaisir à entendre pour ceux qui sont sur Twitter et tout, mais vous allez voir que quasiment l'intégralité du trafic sur Internet, ça va être que des robots. Sur les réseaux sociaux, sur les sites, etc. Des robots qui scrollent, qui scrapent, qui commentent, qui machin. Et en fait, du coup, tous les projets d'envergure tech sont obligés de penser pour les robots. Parce que une IA, comment elle devient intelligente à ce stade, les LLM, en fait, on lui donne plein de données, des livres, des sites internet, des trucs comme ça. Elle lit, elle se nourrit, elle apprend les patterns et après, elle essaie de ne pas se tromper. Donc, il faut fournir de la documentation qui soit IA-friendly pour qu'elle puisse comprendre. Donc, c'est le rôle d'Ethereum, c'est le rôle de Solana ou d'Hyperliquid ces prochaines années. Et c'est ce qu'il va faire, du coup, Thomas. Et c'est rigolo parce que, tu vois... Là, depuis quelques jours, il se lâche un peu sur son Twitter. Il nous parle d'OpenClaw, il retweet des trucs sur l'IA. Tu vois, il retweet PicoClaw, qui est une intégration en Rust d'OpenClaw. Enfin voilà, il envoie beaucoup d'IA. Lui, il nous parle de vibe coding d'un client d'exécution Ethereum. Donc, petit à petit, on va voir des trucs très intéressants. Donc là, l'idée, c'est quoi, vibe coding client d'exécution d'Ethereum? C'est de dire, je n'écris pas une seule ligne de code. Je dis à l'IA, je veux un client d'exécution Ethereum, c'est-à-dire un logiciel qui fait tourner Ethereum, qui se synchronise à Ethereum, qui est capable d'exécuter des transactions, de faire des swaps, patati patata. Voilà, tout simplement. Full écrit par IA. Ensuite, tu vois si l'IA, elle est compétente ou pas. Tu vois où est-ce qu'elle se trompe et tu essaies de comprendre pourquoi elle se trompe. Et ensuite, tu mets à jour la documentation d'Ethereum de sorte à ce que la prochaine fois, l'IA, elle se trompe pas. Voilà, tout simplement. Je continue. Ensuite, donc, on a Coinbase, comme je le disais en introduction, qui est dans le rouge, avec une perte de 667 millions, en notant bien que c'est lié à des investissements crypto. Donc, je pense que c'est investissement dans des altcoins, startups crypto, etc., que c'est de la perte latente. Mais tu vois, pour la première fois, on a le nombre qui est entre parenthèses, ce qui signifie que c'est en baisse. Voilà. C'est négatif. Alors que jusque-là, on était sur du positif. Voilà. Malgré ce chiffre, les revenus totaux du trimestre s'élèvent à 1,8 milliard de dollars sur le trimestre, c'est OK. Et ils ont aussi d'autres activités. J'avais noté, les revenus issus d'abonnements et services continuent de progresser, montrant une diversification réussie. Et ils ont surtout une trésorerie de 11,3 milliards de dollars. S'il faut, ça licencie un petit peu, ça lève un peu le pied sur les dépenses et puis ça repart comme en 40. Mais c'est ça le problème. Beaucoup accumulé de BTC au travers du temps, je crois. Ouais, et je crois aussi qu'il décaisse pas mal d'Ether pour acheter du BTC, de ce que j'ai lu d'ailleurs. On sort ce Twitter, donc bon. Ouais. Et du coup, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est un visuel de Blockworks. C'est uniquement du volume spot, mais vous pouvez voir que les volumes de trading spot, pas dérivés, se sont quand même bien calmés depuis le crash du 10 octobre, en fait. Ça a bien calmé le jeu. Ce qui explique aussi la baisse d'intérêt, la baisse d'audimat, etc.
Ensuite, proposition AAV Will Win. On fera un live dédié à ce sujet très probablement demain, mais pour en parler rapidement, en fait, ils ont fait une proposition assez politique, comme ils ont l'habitude de le faire. Alors, je retrouve juste la propale, et puis je vais vous faire un résumé. En gros, donc c'est une proposition, ça nécessite bien entendu un vote. Déjà, c'est une proposition qui est très 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 fournie. Il y a beaucoup de choses dites, mais pour résumer dans les grandes lignes, l'idée ce serait de reverser 100% des revenus des différentes activités d'AAV à la DAO. Et du coup, l'idée aussi, c'est de pousser encore plus la V4 avec des nouveaux moyens de gagner de l'argent. Actuellement, rien que la V3, elle est capable de générer 100 millions de dollars par an. Ils estiment que la V4, avec toute la partie modulaire qui va avec et toutes les activités qui pourraient être faites, pourrait générer jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars par an. Donc, beaucoup qui reviendraient dans les caisses de la fondation. Donc, tu vois, C'est surtout une approche token-centric. C'est ce qu'il disait tout en haut, que en fait, c'est la DAO qui récupère tous les revenus et que le modèle, il permettent d'incentiver et de récompenser les token holders et je suppose avec des buybacks. Donc, ouais, mais on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là par contre. Ouais. C'est token centrique, mais ils nous disent juste voici les leviers pour gagner du fric. Et après, puisqu'on va faire du fric, on va pouvoir faire plein de trucs. Mais ils disent surtout ok, nous on aimerait à partir de maintenant donner 100% à la DAO, mais en échange, allez, vous donnez un tas de fric et après on oublie tout et c'est bon. En gros. C'est ça. Dans les grandes lignes, en gros, ils voudraient déjà très rapidement avoir 25 millions de dollars en stablecoin pour la DAO, plus 75 000 tokens AAV, plus des grants. Et on parle encore de, je crois, 9 millions de dollars de grants, un truc comme ça, je ne sais plus de tête, ce qui fait un bon total de 50 millions de dollars. Alors après, c'est normal. En vrai, c'est normal. Déjà parce qu'ils ont la trésorerie, en réalité, et que surtout, on le voit, t'as BlackRock qui arrive, t'as les grosses boîtes qui arrivent, tout est en train de s'institutionnaliser. En fait, c'est plutôt que, genre, t'as l'impression que t'as le Labs qui est prêt à céder des trucs, mais il demande du cash contre. Donc, en gros, c'est comme s'il demandait du cash pour vendre l'IP, pour vendre plein de choses, en fait, et du coup, t'as Mark Zeller qui a pété un plomb et qui a globalement dit, genre, on se fait arnaquer, en fait. Genre, en quoi c'est justifié? Donc, en fait, j'ai lu son premier tweet et sa première réponse à la proposal, mais j'ai pas lu le deuxième post qu'il a dit qu'il allait mettre en détail le lendemain. Donc, je sais pas si t'es allé un peu au travers de tout ça. Ouais, en fait, c'est juste que, en gros, la Trésor détient 160 millions de dollars. Mais que ça a beaucoup baissé forcément parce que les dramas, ça a fait perdre en valeur énormément sur AAV, plus le marché qui est baissé, donc forcément la Trésor elle baisse, elle peut encore baisser accessoirement, et que du coup, là, s'il faut déjà sortir un tiers de la Trésor sur un vote, ça fait beaucoup. 31,5% de l'ensemble du trésor, de la trésorerie, du coup, c'est énorme. C'est ça, 50 millions de dollars, c'est énorme. Donc du coup, il dit, déjà, ce serait bien de structurer un peu en plusieurs votes et qu'on y aille petit à petit et que ce soit plus détaillé parce que 100% pour la DAO, c'est très sympa marketingement, mais est-ce que c'est vrai? Dans quelles conditions, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Et de l'extérieur, on peut penser que Marc est un peu aigri, mais je pense qu'il a raison d'être aigri pour défendre les intérêts du protocole et de la communauté et des token holders, en fait. Aigri, je sais pas. En fait, il est à fond dans la DAO, il est même gros contributeur via un lab qui est rémunéré par AAV, je crois, c'est ça, ouais. Il a son propre lab qui est lui-même rémunéré par la DAO AAV pour contribuer. Je pense que sa réponse est relativement justifiée, en fait, parce que c'est juste demander... en fait, c'est pourquoi il demande en fait autant, en fait. C'est ça la question. C'est ça. Quoi la justification, en fait. On a un article complet sur le sujet et moi je vous ferai un live propre sur le sujet demain parce que j'ai pas envie de faire un blocage dessus, mais voilà, dans les grandes lignes vous avez compris, belle annonce qui va nécessiter beaucoup de discussions, notamment dans l'espace commentaire, parce qu'à chaque fois si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans le truc, ça se passe pas sur Twitter, enfin pas que sur Twitter, ça se passe aussi sur governance.av.com. Vous avez plein de réponses super intéressantes et si jamais vous n'avez pas la force parce que comme moi c'est de l'anglais et qu'il y a beaucoup, voilà, n'hésitez pas à copier un bon bout, à envoyer ça à une IA et lui dire tu peux essayer de me détailler tout ça et d'y aller petit à petit pour vous imprégner de ce qui se passe. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Ensuite, donc BlackRock liste Beedle sur Uniswap et achète des tokens Uni. Évidemment, on a
aucune information sur combien de tokens ils ont acheté. On sait juste que c'est un investissement stratégique. Ça se trouve, ils ont acheté une miette de pain histoire de faire une communiqué dessus. Voilà. BlackRock ne communique pas dessus, Uniswap ne donne pas de détails. Mais moi, en fait, désolé de te couper, hein, mais moi, la question que je me posais, et j'en discutais aussi avec des potes, c'est là, il y a BlackRock qui arrive, il liste on-chain des actions et des indices tokenisés. Juste la crypto, ça va sur la lune et ils font un fric phénoménal. Genre. Du coup, moi, la question, c'est pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Du coup, je suppose que c'est politique, de la régulation, etc. Mais je me dis que aujourd'hui, t'as Ondo qui se positionne, t'en as à gauche, à droite, t'as Dinari, t'en as d'autres, etc. Mais en fait, je me dis que si un BlackRock arrivait pour faire ses actions et ses indices et commodities tokenisés directement on-chain, bah ça casserait tout parce que aujourd'hui, le problème pour les actions tokenisées, les indices, etc., c'est qu'on se dit qui possède vraiment les actions, qu'est-ce qui passe par là, genre quels sont nos droits, etc. Mais tu sais qu'avec BlackRock, tout serait ultra carré, scopé. Enfin, du coup, tu aurais beaucoup plus envie de t'y mettre en fait, parce que en fait, moi, je me dis demain, j'ai des actions tokenisés ou des indices tokenisés par BlackRock on-chain et je peux les échanger sur Uniswap et sur d'autres, etc. Et je me dis, mais c'est ce dont on a toujours rêvé. Alors, on a déjà les produits dérivés avec Hyperliquid, les HIP3 et puis d'autres DEX qui vivotent et qui lancent des choses, etc. autour de ça. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'en début d'émission, je faisais grave les grilles, tu sais, à dire oui, les tokens et les altcoins, c'est de la merde. Regardez, sur l'IA, vous pouvez spéculer sur des vraies actions, des vrais indices, peu importe. En fait, c'est réel parce que maintenant, vous pouvez déjà vous exposer ça à ça via les produits dérivés. Et donc, en gros, avec les stocks qui arriveraient on-chain, ça changerait vraiment tout. Donc, pour moi, ça, ce serait vraiment genre un énorme catalyste. Et pour moi, c'est tout bénef pour BlackRock. Alors après, je sais pas sous quelle forme, quand ça va se faire, etc. Et je suppose que c'est leur vision. Mais pour moi, c'est clairement un des plus gros trucs qui arrive et je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Enfin, il y a un créneau trop important à prendre. Mais c'est surtout politique. C'est que ça offre un boulevard aux Américains pour continuer leur impérialisme sur ce terrain-là. Et le truc, c'est qu'on pourrait leur dire, ouais, encore une fois, les Américains, ils abusent. Mais on n'empêche pas les autres gouvernements de le faire. On n'empêche pas l'Europe de le faire, on n'empêche pas les Chinois de le faire. Ils n'ont juste pas la vision, en fait. Donc on peut, comme d'hab, dire, ouais, BlackRock, c'est toujours les mêmes, machin. Mais c'est juste qu'ils ont la vision, en fait. Ils avancent, ils bossent avec tout le monde, ils font les choses carrées. Au final, c'est grâce à BlackRock qu'on a les ETF. Hein, parce qu'avant avant les autres, tout le monde a demandé des ETF. Quand BlackRock s'est positionné, c'est là où tout a accéléré et c'est réalisé. Donc après, voilà, quelles sont les conséquences à moyen long terme, ça c'est plus compliqué à estimer. Mais je me dis que dans tous les cas, pour des actions et des indices tokenisés on-chain, on va avoir besoin d'acteurs qui sont vraiment de confiance. Et je pense que c'est ce genre d'acteurs qu'on attend, tu vois. Clairement. On fait un peu suceur d'Illuminati, mais la vérité, c'est que BlackRock, ils bossent juste trop bien, en fait. Ils sont trop forts. C'est pour ça qu'ils brassent autant et que tout le monde leur fait confiance. Mais en fait. Factuellement, enfin moi, BlackRock, j'ai pas d'action chez eux, je les connais pas, peu importe. Mais la réalité, c'est que sans BlackRock, ce cycle-là, votre cycle, il serait vraiment encore plus à chier. Alors après, long terme, est-ce qu'on n'est pas en train de vendre nos coins aux institutions? Ils sont en train de prendre le marché, de le diriger, peu importe, vous choisissez. Mais si on n'avait pas eu BlackRock et les ETF et les inflows, je pense que le marché serait bien plus bas. Tu te rends compte, je suis sur CoinGecko, je tapais USD, on en a 16 dans le top 100 déjà. Oh là là, l'inondation de dollars américains. Plus le GHO d'ailleurs, accessoirement. Et on cherche encore les stablecoins euros. Bah ouais, mais bon. I prefer not to speak, hein. Non, mais c'est terrifiant, genre. Parce qu'au final, maintenant, en plus, t'es français, t'es sur des actions, enfin sur des exchanges centralisés. Maintenant, t'as le droit que à l'USDC. T'as même pas de stablecoin euro. Enfin, il y a rien qui est d'attraction. Ouais. Bah là, t'as l'USDG aussi, mais qui vient se rajouter. Mais c'est quand même de l'USD et en euros, t'as que chi. De toute façon, c'est simple. Regardez, 300 millions de dollars de capitalisation. 300 milliards, pardon. C'est ça, hein, 300 milliards. Et stablecoin euro. Ça soit pas la même table. Hein. On n'a même pas 1 milliard. Pas 1 milliard. C'est 300 fois plus petit. Avec l'URC, et en plus, c'est Circle qui est numéro 1. Non, mais c'est juste... et puis souvent, c'est pas assez liquide, et puis, enfin, tu vois, c'est compliqué. Clairement, tu te fais découper. C'est terrible, mais bon. Je vous épargnerai mon chapeau d'alu sur cette émission. On verra ça dans une émission chez moi, mais j'en pense pas moi, en tout cas. Ensuite, Smart Hashtag, donc... Voilà, on va avoir du coup sur Twitter dans les prochaines semaines une expérience beaucoup plus sympa pour regarder le prix des tickers, etc. Par contre,
X ne permettra, en tout cas pas dans un premier temps, de trader des actions ou de trader des crypto-monnaies. Ça restera de la consultation de données en temps réel dans un premier temps. Je le dis parce qu'il y a eu pas mal de relais sur le fait qu'on pouvait trader. Ce n'est pas le cas au lancement, parce qu'il se ferait découper par les régulateurs. Ça arrivera probablement plus tard. Donc du coup, voilà, Musk continue sa vision depuis 30 ans de vouloir une super app de paiement, réseau social, IA. En plus, on a vu SpaceX, là où il est en train de partir dans un délire, où il veut avoir des data centers dans l'espace, parce que si on met des panneaux solaires dans l'espace, eh bien, ça capte beaucoup mieux la chaleur, il y a moins de déperdition, donc on a des meilleurs rendements. Donc ça va être très intéressant ce qu'il va nous faire Musk. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. Et honnêtement... En fait, pour moi, quoi qu'on en dise, au final, sur X, il a tout baisé. Il a bien bossé. Tu te souviens de à quoi ressemblait Twitter avant son achat? Ça faisait 10 000 ans, on attendait des nouvelles fonctionnalités, il n'y avait rien qui se passait. Alors après, tu n'avais pas le bouton Edit. Tu n'avais pas le bouton Edit. Même le lecteur vidéo, les lives, genre les articles, l'IA, les DM. Là, tout est en train de changer, tu vois. Donc, en plus, la partie chat, les DM, ça va être à part. Maintenant, ils vont faire une app standalone pour la messagerie. Je sais pas si tu as suivi ça. Bref, il va y avoir le trading de stocks et d'actions et d'actions et de crypto aussi qui arrive et tout. Donc, non, il se passe des choses. Donc, c'est plutôt cool. Après, bon. En fait, moi, c'est ce que j'attends d'un réseau social comme Twitter. Parce qu'au final, sa user base, c'est ce qu'ils cherchent, je pense. C'est beaucoup moins... parce qu'en fait, tu vas sur Instagram ou Facebook, c'est pas vraiment la cible. Alors que Twitter, on est plus des nerds qui aiment trop débattre. Genre, il y a beaucoup de révélations aussi qui sont via Twitter, etc. Donc, clairement. Et puis même l'IA, elle est beaucoup plus décontractée, beaucoup plus humaine. Alors, je vous le dis, si jamais vous avez une copine ou femme étrangère et que vous voulez qu'elle apprenne le français, installez Grok gratuit sur votre téléphone. Mettez la fonction Grok Live, parlez-lui, vous allez voir la voix de Grok, elle déboîte ChatGPT, elle déboîte Gemini, elle déboîte toutes les apps payantes. C'est full gratuit, ça comprend en temps réel, vous pouvez lui parler, il vous fait des blagues, il vous dit des gros mots. C'est quoi la dinguerie, gros? Ils sont 30. Attends, ils sont 30 ou ils sont 15? Non, je crois qu'ils sont 30 maintenant chez Twitter. Ok. Ils sont 30. Et je crois qu'ils étaient 7500 ou des milliers avant. Donc en fait, il a viré tout le monde. Hein. Tu te souviens ce qu'il a dit? Ouais, on va virer beaucoup de gens, mais on va pas virer tout le monde. Maintenant, ils sont 30, ils sont en mode ultra agile. Enfin, en tout cas, c'est ce que disait Nikita, qui est globalement le product manager. Donc, moi, j'étais vraiment choqué de cette information. Enfin, 30 personnes pour gérer une plateforme de cette taille-là, je suis vraiment waouh. Et ça, c'est très lié à Nikita. Ouais, et c'est très lié à XAI maintenant aussi. Ils sont 2500 pour X au global, je crois. Ok, parce qu'en fait, mais du coup, le chiffre que Nikita a donné, du coup, c'est que sur la partie tech. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui, d'un point de vue marketing et sales aussi, ils doivent être assez nombreux. Et oui, ça met... Le chiffre de 30 est un peu bizarre. Mais en tout cas, il parlait de 30, donc je suppose que c'est la partie engineering, peut-être? Je sais pas. C'est quoi, on lui demande? Regardez, on vous fait une démo, si ça veut bien charger. Le temps que ça charge, je continue. Je suis désolé, c'est Dubaï, vous le savez, des fois, c'est... Là, par exemple, ça ne charge pas, je vais fermer, je vais retenter. Et là, ça part, tu vois, mais c'est horrible, ce pays. Putain, ça me rend fou. J'ai rien changé, j'ai rien fait. Bon, bref. Donc du coup... tu peux juste dire combien d'employés chez Twitter. Et puis voilà. Combien d'employés chez Twitter? Et on va mettre rapide. Vous m'engueulez pas pour les fautes d'orthographe. Entre 1000 et 2800. Ouais. Et tu peux lui dire pourquoi Nikita, il disait 30? Pourquoi Nikita, avec un K. Nikita il reconnaît direct. Chez X. Il répond vite, hein. En fait, il est très fort parce qu'il va prendre l'info sur Twitter et pas mal de données. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça. 25 ingénieurs, 2 designers et product manager. Lui, ok. Avec des gens en sales, legal ops, modération, infra et tout. Ok, donc il n'y a que 30 personnes sur la partie tech, quoi. C'est une folie. Bref. C'est une folie. Voilà, ensuite, donc CFTC, qui est le régulateur des marchés des dérivés, de certains commodities, etc., qui nomme des patrons de l'écosystème crypto pour un nouveau comité. Alors, pour faire très court, l'idée de ce comité, je l'ai écrit, c'est de guider les régulateurs des dérivés sur les besoins des acteurs de l'innovation financière, et donc notamment sur la supervision des marchés crypto. Donc, c'est en train de se mettre en place. Et l'idée, c'est d'avoir le régulateur SEC et les régulateurs CFTC qui travaillent dans la main pour tout mettre en place, en sachant que ça n'avance pas aussi vite que prévu, puisqu'il y a constamment des shutdowns, des dramas au niveau du gouvernement, mais ça avance, pour faire très court. Ensuite, Tether investit dans Layer 0, ça je vous en ai déjà parlé. Alors je
réenchaîne du coup sur la partie OKEx, puisque comme je vous disais, donc déjà d'une part, si vous faites un dépôt chez OKEx en passant par ce lien, tu peux le remettre si tu veux, Léo, ou dans la description ou en commentaire épinglé pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous qualifiez potentiellement pour gagner 500 €. Il y aura 2 gagnants. Et vous avez aussi ce cashback sur la carte. Alors je vous fais une démo rapide. Vous allez voir, c'est assez bien foutu. On va utiliser mon téléphone. J'espère que ça va marcher direct. Petite démo parce que voilà, on est corpo. Vous inquiétez pas, on va pas vous tartiner à chaque émission. Autant c'est que là, on attaque le partenariat avec OKEx, donc on a envie de faire les choses correctes, qu'ils soient contents, d'initier un petit peu le partenariat parce que c'est un partenariat important pour nous. Je vais pas vous mentir, en vrai, c'est assez important pour le média. Hop, je connecte l'iPhone. Est-ce que je leak ma vie privée? Non. Ok. Non. Ok, donc en fait, quand vous arrivez sur l'app OKEx, vous avez du coup tout en bas à droite le bouton payer. Vous voyez ici. Et par défaut, on va vous demander du coup d'accepter, de rajouter la carte et tout. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est avoir sur votre solde paie des USDG. Donc vous faites ajouter, vous mettez USDG. Évidemment, je comprends que vous êtes quasiment personne à ne jamais avoir eu d'USDG. Donc vous pouvez très bien ajouter des euros. Donc imaginons je veux rajouter 10 € pour faire un dépôt, pour être éligible. Voilà. Je mets transfert facile par exemple. Et vous allez voir ce qu'il y a de bien avec le transfert facile. Donc je remets 10 €. C'est que ça vous ouvre une interface web. Donc franchement, l'app mobile, elle est banger. Hein. Interface web. Et vous sélectionnez la banque. Et au niveau des banques, il y a vraiment tout en fait. Il y a tout. Voilà. Donc imaginons, je reste sur Revolut, hein, puisque j'ai Revolut. Je fais continuer. Hop, on y arrive, go to Revolut, et là, ça va m'ouvrir mon interface Revolut avec le choix du compte personnel, hop, comme ceci. Et vous avez tout, et après, vous n'avez plus qu'à confirmer. Donc, vous voyez qu'au niveau du parcours client, c'est vraiment nickel. Et ensuite, une fois que les fonds ont été ajoutés, vous vérifiez bien parce qu'ils vont s'ajouter à votre solde global OKEx. Ils ne vont pas s'ajouter avec solde tout de suite pour la carte. Donc, il faut après les transvaser simplement. Vous faites ajouter. Là, vous les saisissez depuis votre solde. Surtout le banger, c'est que tu as 15% de cashback jusqu'à une certaine limite. C'est surtout ça l'intérêt de la carte. C'est ça. Et du coup, donc, vous avez votre carte que vous pouvez gérer comme un Revolut ou quoi. Vous pouvez la bloquer, gérer le PIN, etc. Et vous avez la partie cashback jusqu'à la fin du mois où vous prenez 15% de cashback sur tous vos achats. Donc, il faut avoir des USDG sur votre solde. Quand vous allez payer en euros en magasin ou en ligne, ça va déduire les USD. Ça va payer en euros avec pas de frais de conversion, je crois, ou 0,4%, que je dise pas de bêtises. Et on va vous rendre instantanément ou quasi instantanément l'équivalent en cashback. Voilà. Donc là, par exemple, je montre. Hop, j'ai fait un paiement de 57. Hop, ils m'ont donné. J'ai fait un paiement de 15. Hop, ils m'ont donné. Ça se fait vraiment... voilà. Donc, on me dit dans le chat, et c'est bien normal, il y a un loup sur le 15%. Je te le dis, le loup, il est très simple, c'est qu'ils perdent de l'argent là. Ils perdent de l'argent, ils doivent générer un petit peu d'yield d'un côté, mais là, ils sont juste dans une opération massive d'acquisition où ils perdent de l'argent et ça dure quelques jours et après, jamais de la vie, ils vont garder ça pendant longtemps parce qu'ils ne font pas d'argent avec ça. C'est évident qu'ils ne font pas d'argent. C'est pour ça que ça se termine en 14 jours. Voilà, après, donc, je suppose qu'il y aura du cashback. Je suppose qu'il y aura du cashback, mais qui sera moins élevé. On ne sait pas. Peut-être, il n'y a rien de sûr, mais ils feront probablement d'autres OP. Mais voilà, c'est pour ça, profitez-en. Voilà, ils ont envie de valoriser. L'application mobile, elle sert de wallet, elle sert d'exchange centralisé, elle sert pour les paiements par carte. Et en plus de ça, vous avez aussi, je le glisse comme ça, vous avez aussi une autre promo, c'est voilà, faites croire votre épargne, ici. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et si jamais vous voulez utiliser bien comme il faut OKEx, à partir de 1 000 $ de dépôt jusqu'à 50 000 $ de dépôt, vous avez un 5% de bonus. Donc c'est un bonus en plus du cashback, en plus du concours qu'on vous propose ensemble. Donc voilà, il y a du bonus dans tous les sens. Et j'arrête de vous matraquer avec OKEx, on peut reprendre l'émission. Il y a quelqu'un qui dit c'est quel montant max pour les 15%? Je crois que c'est autour des 700 €. C'est ça, c'est 667 € de dépenses pour 100 € donnés, parce que 15% de 667 €, ça fait 100 €. Après, tu n'as plus de 15% de bonus. C'est ça. Et on peut remettre le chat si tu veux. des questions du chat, ouais. N'hésitez pas les potes, si vous avez des questions sur des protocoles, sur des tokens, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va faire une petite session questions-réponses. Qu'est-ce que je regarde moi en ce moment? Je regarde pas grand-chose, hein, honnêtement. Moi, je vais vraiment regarder à partir de minuit ou de demain
Qu'est-ce qu'il y a Après, contre conversion euro USD déclarée aux impôts? Mais si tu fais pas de non, plus-value sur ta mais conversion, en fait, tu payes ta plus-value quand tu convertis des cryptos en stablecoin. Mais une fois que toi, tu dépenses avec tes stablecoins. Non, mais lui, il a dit euro Oui, USD. oui, non, mais il dit de la merde. Ah, mais quand tu vends ta crypto, ah oui. Ah oui, Oui. ok. Mais tu Ça vends un dépend. stablecoin, tu fais pas de plus-value. Un stablecoin, t'as pas de plus-value. Donc je comprends pas ce qu'il raconte, bref. Ok, revends tes Picsou. Il s'est passé quoi récemment, ok. Picsou, même avec cette proposition, AAV t'intéresse pas. Bah en fait, je peux vous remontrer le magnifique site que j'ai fait, que je vous remets dans le chat. Encore une fois, qui est 100% gratuit, les gars. Franchement, je ne gagne pas d'argent à vous partager ça. Je paye même des petits serves et des frais, donc c'est juste mon kiff perso. Mais du coup, j'avais regardé AAV, et le problème de AAV, c'est que t'es à 1,9 milliard de market cap. Mais du coup, genre en average daily, tu rachètes pour 137 $ et annuellement, tu rachètes pour 50 millions. Donc, en fait, le buyback, pour tout racheter, en fait, il faudrait 38 ans. Quand tu vas sur Pump, pour tout racheter, il faudrait 1 an. Et sur Hype, pour tout racheter, il faudrait quoi? Bon, après, ça dépend si tu regardes le total ou circulating. Attends, c'est ici, ouais. Total, sur 365 jours. Il te faudrait genre un peu moins que ça. En fait, quand tu fais le buyback comparison, ici, t'as Hype, Pump et AAV qui est comparé. En fait, tu vois que en buyback, même de On manière voit pas ton relative écran. à leur token. Ah merde. Désolé, j'étais dans mon. Alors, hop. Dans ma panne. Ah, pardon. En fait, tu vois que par rapport au market cap, tu vois, ici, Years, pour acheter pour acheter tous les tokens en circulation, il te faut 38 ans. Sur Pump, il te faut 2,6 années, donc c'est peut-être pas à jour. Peut-être faut que je me batte sur All. Et sur Hype, tu serais autour des 11 années, tu vois. Et sur Hype, ils ont racheté 14% du circulating supply. Sur Pump, je crois, c'est autour des 24%. Et sur AAV, c'est 1,27%, tu vois. Donc c'est extrêmement faible. Alors après, peut-être s'ils augmentent leur buyback, etc., je dis pas. Mais globalement, 1,9 milliard de market cap pour 50 millions qui est acheté chaque année, c'est très peu. Quand tu regardes Hype, tu as un market cap qui est de 9,26 milliards. Et en moyenne, ça achète pour 825 millions. Donc, en gros, en 10 ans, tu as tout racheté. Là, sur AAV, c'est quoi? C'est 40 ans, ouais. 38 ans, tu vois. Donc, en gros, de manière relative, Hype rachète beaucoup plus, Pump rachète encore plus, et Elite aussi. Donc, si tu te concentres sur un token qui rachète avec du buyback ses propres tokens et qui les burn derrière, bah AAV c'est cool, mais c'est pas compétitif par rapport au reste en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je regarde. Sinon j'ai ajouté aussi HypeStrat, on mettant ton clavier si jamais. Ouais, excuse-moi. Il y a HypeStrat du coup qui est Hyperliquid Strategies, qui est une date compagnie, donc une treasury company qui accumule du hype. Je vous l'ai rajouté, donc vous avez toutes les informations, combien il hold de hype, combien ça fait en dollars, vous avez la MNAV, vous avez le prix du hype et tout qui suit, et par rapport au prix de l'action qui est ici en violet. Et c'est assez intéressant de voir stratégie, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, tu as en bleu le prix de l'action stratégie, et en vert, le prix de BTC. Et en violet, tu as le prix moyen d'achat. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur BTC, on est passé en dessous du prix d'entrée moyen de stratégie, qui sont donc en perte actuellement de 5 milliards, donc 10%. Et surtout, tu vois que en fait, on a tout retracé comme si on était à 55 000 $ sur BTC, sauf que là, on est à 70 000. Donc, de manière relative, stratégie a plus retracé. Et après, tu as Bitmain ici. Alors là, on est sur vraiment quelque chose de très très fort. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un prix d'entrée de 3 850 $ pour Bitmain, avec Tomly, c'est ça, ouais. Donc, pour être de retour BE, ça va être compliqué, et je pense qu'ils vont passer sous les 10 milliards tôt ou tard, en fait. Donc, après, peut-être que Ether va faire une remontada et tout, mais c'est un peu ça qui est effrayant, c'est qu'il a racheté pour 3,6% du supply en circulation. Et au final, ce mec-là est down, et down vraiment bad. Donc voilà. HypeStrat est en bourse suisse, s'appelle Hyperliquid Strategies, et le ticker c'est PURR, P-U-R-R. En bourse, c'est sur le Nasdaq, si jamais. Donc voilà, donc ce que je regardais, c'était plutôt utile. Après, sinon, d'un point de vue analytique sur les HIP3, on a une grosse phase de croissance. Là, on fait toujours des beaux volumes, hein.
On fait toujours du 1,5 milliard, 1,3 milliard par jour. Je pense que ça va encore accélérer avec les incentives que Dreamcash mettent ici. On voit qu'ici, ils sont en vert, hein, ils sont tout petits. Mais je pense qu'ils vont prendre des parts de marché avec les incentives. Donc après, il faudra voir s'ils arrivent à garder des parts de marché dans le temps. Mais voilà. L'open interest, il reste assez stable autour des 720 millions. Et c'est plutôt sympa. Je vous avais mis aussi la page avec les revenus de Unit et TradeXYZ. Donc c'est plutôt cool. Sur la gauche, vous avez les revenus de Unit, ici de TradeXYZ. Et donc vous voyez que en fait, ils font toujours des beaux revenus. Et annualisé, on est autour de revenus à 50 millions. Donc, si tu es sur un P ratio et qu'ils font du buyback et qu'ils sortent un token un jour, je pense on pourra atteindre genre du 1 ou 2 milliards peut-être, quelque chose de ce style-là. Ce serait pas étonnant. Et plus hype monte, plus ils seront valorisés parce qu'ils ont aussi un treasury en hype. Parce qu'en fait, ils utilisent tous leurs revenus pour acheter du hype de mémoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, vous avez aussi les TWAP, vous pouvez voir en temps réel tous les TWAP qui sont en cours sur HL. Et puis d'un point de vue ETF, je peux vous refaire un bilan. Mais globalement, on a beaucoup de sorties dernièrement. Ici, vous avez le cumulative flow vous avez le total, vous avez celui de BTC et celui d'Ether. Vous voyez globalement qu'on est en légère baisse. On le voit d'autant plus sur BTC. Après, on a beaucoup baissé sur le prix de BTC, mais d'un point de vue argent qui sort, c'est pas non plus catastrophique. Si on regarde sur Ether, il n'y a pas non plus tant d'argent de ça qui est sorti. Alors évidemment, il y en a pas mal qui est sorti depuis le top, tu vois. Mais si tu regardes d'un point de vue relatif au prix, on saurait plus davantage paniquer. Donc ça se voit que pour l'instant, c'est vraiment des institutionnels. Alors peut-être qu'ils vont péter un plomb si on descendait plus bas. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça a l'air de tenir. Et encore une fois, vous avez les tableaux avec tout le détail de chaque jour sur chaque ETF et le total. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ouais, Pump a des buybacks qui sont assez ouf. Après, encore une fois, ils sont assez stables, etc. Donc on en parlait l'émission dernière, on trouvait ça que c'était un peu sus. Après, peut-être que tôt ou tard, ça va se réveiller. Moi, en tout cas, c'est un des trucs que je regarde, parce qu'ils ont l'air d'avoir des buybacks qui sont plutôt cool. Et c'est un token qui peut bien profiter d'un rebond de marché si tout le monde se réexcite. Après, c'est pas, encore une fois, le truc que je privilégie le plus. Et après, sinon, ouais, vous avez aussi les team wallets de HL, si jamais vous le regardez. Par mois, vous voyez ce qu'ils ont fait avec, où est-ce que l'argent a été envoyé, etc. C'est plutôt cool. Vous avez aussi des entités ici, vous pouvez voir Hyperlabs, les adresses, vous pouvez voir, je sais pas, Jump, les adresses qu'ils ont, l'Oracle, etc. Et donc voilà, donc toujours plutôt cool. Et là, je vais rajouter encore des fonctionnalités à ce dashboard-là. Mais voilà. Bon, je pense qu'on peut reprendre les questions. Je vais enlever l'écran et remettre le chat. Voilà. Tu suis MegaETH ou pas du tout, toi, Léo? Ouais, je suis. J'ai LP un peu sur Prism de Pasher. Et en tout cas, le projet que build Pasher, en plus de Bad Buns. De ce que j'ai compris, ils vont distribuer plein d'incentives MegaETH et tout, donc c'est pour ça que je joue un coup, mais sans grande conviction. J'ai un peu l'impression qu'ils ont fait de la merde, pour pas se mentir, des ressentis que j'ai un petit peu. En fait, c'est plutôt qu'ils ont mis des conditions pour qu'ils aillent TGE, faut qu'ils atteignent un certain nombre d'apps, un certain circulating supply du SDM, etc. Mais en fait, je sais pas s'ils vont y arriver. C'est un peu ça. Je viens de m'apercevoir que Asher est dans live en même temps. Pourtant, nous ici, cela démontre la qualité de votre contenu. Encore merci pour ce que vous faites. Merci pour votre transparence. Bah écoute, merci beaucoup pour vos messages comme ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, là, c'est vraiment... en fait, faudrait qu'on essaie de faire une émission avec lui. Ouais, c'est vrai, il faudrait qu'on fasse une émission du dimanche. Il sera peut-être moins booké maintenant que le marché il est plus bas que terre. Parce qu'il est pas facile à avoir. Après, on lui casse pas la tête. On est en bon terme. Attention, on est en bon terme avec les c'est juste que il n'est pas facile à avoir. On me redemandait le lien, donc je le remets dans le chat si jamais vous voulez le lien du dashboard. N'hésitez pas à renvoyer vos questions. Peut-être on a loupé des trucs. La T est déjà faite. On en a déjà pas mal parlé. En gros, tu auras la rediff. En gros, tu auras la rediff, mais globalement, le marché a fait une belle jambe baissière et maintenant on stagne et on consolide. Moi, ce qui me fait peur, c'est les indices américains qui ont une sale gueule, honnêtement. Donc, on va voir comment ça se passe à minuit et puis après à l'ouverture demain à 15h30, je crois. Mais moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est que, en fait, sur les indices américains, on n'a rien retracé, alors que sur les cryptos, on a déjà pas mal retracé. Et les cryptos ont toujours pas une gueule de ouf, donc je me dis si jamais les US ça retrace, c'est un peu effrayant. C'est pour ça. À quel prix tu all-in BTC Picsou? Je dirais 40-45 peut-être. Enfin, je serais jamais en all-in, mais sur la poche crypto, ce sera en tout cas un prix où je veux full exposition.
Ouais, c'est la licence Mifid 1, seul Kraken là pour l'instant. Ouais, je sais, à Bitstamp, il parlait de l'avoir pendant longtemps, même Binance, etc. Mais ouais. J'ai une question complètement hors sujet, Léo. Ouais. Tu dors combien d'heures par nuit? Ça dépend. J'ai entre 6,5 et 8 et le week-end plus 10, un truc comme ça. Ok. Bah, je te disais, moi, j'étais un gros dormeur avant. Et là, en ce moment, j'arrive à être tout aussi actif avec une heure et demie de moins. Donc là, c'est plus du 7 heures en ce moment. 7-8 heures. Alors qu'avant, il me fallait mes 9-10 heures. Pendant des années, il m'a fallu mes 9-10 heures. C'est stylé ce qu'on m'a envoyé. Accessoirement, Pierre.xyz, je connaissais pas. pour ceux qui veulent l'astuce, hein, je ne bois quasiment plus du tout une goutte d'alcool. Là, j'ai bu pour 2 verres pour la Saint-Valentin, mais là, je ne bois plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Je ne fume plus du tout, je ne vapote plus du tout. Et du coup, bah, juste mes nuits, elles sont mieux remplies. C'est-à-dire que j'ai besoin de dormir moins longtemps pour être énergique en me levant le matin. Tout simplement. J'ai la même alimentation, plus ou moins. Je fais le même sport, mais juste, voilà, je ne me déglingue pas le cerveau avec des cochonneries et je dors mieux. C'est tout. Ouais, moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil quand même. Mais avec le taf, tous les calls et tout, c'est compliqué de. En fait, à partir du moment où genre, tu gères plusieurs boîtes et même genre tu build on-chain, etc., c'est très compliqué d'avoir un rythme de sommeil qui est clean. Parce que, en fait, quand tu gères des boîtes, que tu entreprends, que tu dois aller à toute patte à avancer sur tous les terrains en même temps, et qu'en plus de ça, tu dois gérer les investissements, les streams, tous les trucs et tout, c'est un enfer. C'est pour C'est ça que ça. moi, j'aimerais bien trouver un moyen d'avoir un peu plus de temps tôt ou tard aussi pour respirer. Mais bon, après, c'est aussi très excitant de faire autant de choses en même temps. Et c'est ça aussi qui me fait kiffer. C'est juste que c'est genre vraiment intense et ça fait longtemps, quoi. Bah moi, en fait, j'ai envie de maintenir cette émission masterclass, les lives en même temps. Et en même temps, j'apprends l'informatique en ce moment bien comme il faut, assisté par IA. Et du coup, bah, si tu veux que ça avance, faut faire que ça. Donc là, il n'y a pas de jeux vidéo, il y a rien de tout ça. C'est que ça, que ça, que ça. Et c'est le feu. Et quand je serai un petit peu plus en place, on aura l'occasion d'en parler ensemble, hein. Les potes, c'est juste que là, je suis encore en montée en compétences. Ouais, après, moi, j'utilise l'IA tout le temps dans mon quotidien. Et je fais beaucoup Hmm, plus de choses qu'avant. Ou en tout cas, j'ai des meilleurs résultats qu'avant pour le même nombre d'heures. Donc, en fait, clairement. je sais même pas comment je ferais tout ce que je fais aujourd'hui sans IA. Genre, honnêtement, c'est Bah, compliqué. tu le fais 3 à 4 fois moins vite. Moi, c'est simple, hein. J'ai un Cloudbot qui me fait la veille marché 2 fois par jour minimum. J'ai mon rapport le matin, j'ai mon rapport manuel si j'en demande l'après-midi, j'ai mon rapport le soir. À côté de ça, tout assisté par Claude, tous les recherches, etc. Grok pour la partie temps réel sur Twitter, bien entendu. Donc, du coup, ça me permet d'avoir une veille Twitter, une veille média. Ça, c'est pour la partie crypto. Et ouais, en fait, t'as tellement de choses pénibles qui ont disparu parce que tu peux le régler comme ça avec Claude ou ChatGPT ou autre. C'est incroyable. Même la comptabilité, tu vois, genre tout faire Mm. via IA, ça t'aide énormément. À partir du moment où tu lui donnes des exports, des CSV avec les transactions, les justificatifs et tout. Genre moi, il m'a tout rangé par trimestre, enfin, genre c'est n'importe quoi. Comment j'ai fait des choses ouf avec très peu de temps. Donc voilà. Et après, quelqu'un qui disait, t'as pas peur de perdre du QI, Capet, en faisant de l'IA, je suppose. Mais en fait, l'IA, faut l'utiliser de manière créative. C'est une mauvaise interprétation de la situation. Mais enfin, en fait, alors ça, c'est un bon débat. On va pouvoir clôturer l'émission là-dessus. C'est que une personne qui utilise l'IA, qui envoie un prompt de débile, qui attend une réponse, qui prend la réponse et qui passe à autre chose, je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait très longtemps. Ça, là, on est clairement dans un circuit de perte de QI. À partir du moment où tu te dis, j'aimerais bien automatiser cette chose, ou j'aimerais bien améliorer mon workflow, tu demandes à Codex, GPT, tu demandes à Claude, tu les mets en concurrence, tu regardes toi-même sur Internet et tout, tu commences à te rapprocher de la vérité, tu commences à construire quelque chose, l'IA va faire des bêtises, parce qu'il lui arrive de faire des bêtises, tu vas repasser derrière. En fait, c'est la même chose que ce que tu faisais avant sans IA, où en fait, tu vas te perdre sur des forums, sur des sites, tu vas tester des trucs, ça marche pas, voilà, tu fais évoluer les choses. C'est juste que tu n'as plus ce besoin de connaître à la perfection la programmation informatique pour faire des choses qui sont viables rapidement. Aujourd'hui, tu peux avoir quelque chose de viable très rapidement, très simple, et après, si tu veux de la complexité,
l'IA va te permettre d'aller plus vite, mais tu vas quand même devoir utiliser ton cerveau parce que c'est pas tu envoies un prompt et t'as de la magie qui se passe devant tes yeux, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bah, moi, par exemple, quand j'ai build mon dashboard, j'ai dû bien comprendre, genre, où est-ce que j'allais sourcer les données, quels étaient les meilleurs moyens de les récupérer, qu'est-ce que je voulais exactement, l'infra et tout. Et après, évidemment, il fait énormément du travail, mais moi, ça m'a changé ma vie. Et il y a plein de trucs que j'aimerais faire, là. Par exemple, j'aimerais bien build des infras un peu de trading, haute Ouais. fréquence, c'est un grand mot, mais de faire plus d'arbitrage automatisé, faire plus de choses automatisées dans ce sens-là, même des stratégies DeFi et tout. J'ai commencé à collecter beaucoup de données dans ce sens-là. Et voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire. Après, pour faire quelque chose qui est bon, faut y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et après, Ouais. le plus dur, c'est aussi de maintenir les systèmes. Surtout quand c'est des stratégies de trading, parce que ton edge, il peut durer peut-être quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, mais il n'y a rien qui marche fixé dans le marbre. En tout cas, c'est ma Clairement. compréhension du truc, quoi. Donc, Bah, là, tu vois, je discutais avec un pote en cybersécu, quelqu'un de très très balèze. Bah, tu dois connaître Maben68 à l'ancienne. Et lui, il est en cybersécu, mais bien balèze. Hein. Il bosse à Davos et tout, des fois. Bon, bref. Il m'a dit, l'IA, c'est le feu, hein. Cloud Codex et tout. Mais quand tu commences à avoir vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent de concert les unes avec les autres, tu es obligé de passer par derrière constamment. Parce qu'il fait que de la merde, en fait. Il fait que de la merde. Tu es obligé de tout piloter. Donc, c'est un gain de temps, mais le facteur humain est obligatoire. Et quand tu ponds du code, Claude est une usine à failles de sécurité, hein, littéralement. Il envoie des failles, mais dans tous les sens. après, c'est Du qui? coup, C'est, il faut faire gaffe. je sais plus si c'était Slack ou Spotify ou une autre boîte, une grosse Spotify, boîte. Ouais, qui disait que Full depuis Cloud. décembre, ils ont pas écrit une ligne de code. C'est Spotify. Donc, quand je vois qu'il y a des aussi grosses boîtes qui commencent à dire ça, et qu'il y en a plein qu'on connaît qui le font mais qui le disent pas, pour moi, le vrai impact, ça va être genre le chômage, en fait. C'est une évidence. Mais en fait, comme d'hab, hein, plus je creuse le sujet, plus je me rends compte d'un truc, c'est qu'une... Alors, tout ce qui est un peu boulot en col blanc, on va dire simple, genre un comptable simple, ou je sais pas, un avocat qui a juste des bases junior, ou un dev junior, ou peu importe junior, va se faire éclater par l'IA. Mais à partir du moment où tu es très bon, très pointu dans ce que tu fais, ça va aller. C'est juste que, en fait, tu vas évoluer, l'IA va évoluer, tu vas évoluer avec elle, et tu vas être dans une période de veille constante de ce qu'il faut faire, et du coup, ça va le faire. Tu vas pas avoir une disparition de tous les boulots comme ça. Non, ça, c'est des conneries. On n'en est pas là du tout. Pas du tout. Merci pour ton message dans le chat. Je vais aller regarder et m'abonner parce que c'est typiquement le truc qui peut m'intéresser. Ok. Donc, ah oui, Asher 600 viewers sur YouTube, c'est Après, le bear YouTube, market sur aussi Twitch. pour tout le monde. Tu dois avoir plus sur Ok, Twitch. je vais regarder tout ça. Ok, bah écoutez les potes, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent participer au concours OKEx, je vous remets ça dans le chat si jamais ça vous intéresse. Vous avez quand même l'opportunité de gagner 1000 euros et il y a peu de participation pour l'instant. Donc c'est tout à votre avantage. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, pas de pression. Si ça vous intéresse pas, vous voulez pas KYC ou quoi, ou pas utiliser d'exchange centralisé, on peut le comprendre. En tout cas, c'est une bonne solution et c'est un bon moyen de faire un truc cool. Donc merci à eux, merci à toi Capet pour la partie fonda, la partie news, etc. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine masterclass. C'était Capet, c'était Pixo. Tchuss. Ciao tout le monde.